Hello les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour le 32e épisode du Circadien Podcast, j'ai le plaisir de recevoir Jeanne Pulgère, qui est spécialiste dans les cycles féminins. Elle accompagne notamment les entrepreneuses et les sportives à utiliser leur cycle menstruel comme force, car malheureusement aujourd'hui, beaucoup de femmes subissent leur menstruation et certaines se voient même affaiblies à cause de douleurs qui leur empêchent finalement d'avoir une vie normale. Alors on va voir que c'est quelque chose qui n'est pas normal, on va aussi aborder le thème des contraceptifs non naturels, comme par exemple la pilule qui cause beaucoup de déséquilibre hormonal chez les femmes. Et on va aussi aborder la contraception naturelle avec par exemple la symptothermie. Alors même si à première vue ça semble être un sujet qui ne me concerne pas car je suis un homme, je pense tout de même qu'il est important, en tout cas pour les hommes, de connaître les cycles féminins, d'avoir finalement un minimum de connaissances, car nous sommes tous d'une manière ou d'une autre en contact avec la femme, que ce soit à travers les relations sociales, des amis, de la famille ou même sa partenaire. Et je pense qu'en tant qu'homme, nous avons le devoir d'être à l'écoute de notre partenaire, de savoir reconnaître ses besoins, de savoir quand est-ce qu'il faut la laisser tranquille en introspection ou être à ses côtés pour pouvoir l'accompagner et finalement connaître ses états émotionnels et la soutenir. En tout cas, si les podcasts te plaisent et t'apportent de la valeur, tu peux faire un don pour me soutenir avec un lien que je mets en bas de la vidéo en description. Et l'argent récolté permettra d'investir dans du nouveau matériel de meilleure qualité, notamment une caméra et un micro pour pouvoir vous proposer des expériences de meilleure qualité. Je propose également des accompagnements privés pour aider les personnes à faire passer leur santé à un autre niveau, tout ça au naturel. Ce sont des accompagnements sur 3 mois où chaque personne est accompagnée en individuel à travers des appels vidéo, un soutien par message au quotidien, ainsi qu'un accès à une plateforme en ligne avec des vidéos, du contenu exclusif pour accompagner davantage la personne. Cette plateforme contient des vidéos, des exercices spécifiques et des supports PDF. Et cette plateforme, tu en auras accès à vie, même après l'accompagnement. Tu peux réserver un appel gratuitement avec moi, au cours duquel j'apporterai des éléments de réponse à ta ou tes problématiques. Tu trouveras un lien sous la vidéo pour pouvoir réserver ton créneau avec moi. Sur ce, je te laisse avec ce bel échange. Alors, je sais pas si tu as déjà regardé mes podcasts, mais je commence toujours avec un petit tour d'inclusion. En fait, il s'agit de partager l'énergie dans laquelle tu viens en ce moment aujourd'hui. Tu es libre de partager aussi quelque chose qui peut être stressant, que tu as envie de déposer avant l'échange. Ok. Donc libre à toi. Alors moi, il y a plein de choses. Ma vie en ce moment, c'est des montagnes russes de plein d'émotions. Moi, je suis dans un mood où je suis en train de changer un peu tout mon paradigme et de switcher mon état d'esprit. Euh, alors ça a commencé il y a quelques mois, mais là, je suis dans une phase d'accélération où je vais partir en fait. Je vais partir en voyage. Euh, et du coup, j'ai dû mettre pas mal de choses en place pour aller au bout du projet. Donc, dans un premier temps, je pars toute seule au Japon, ensuite en Maroc avec mes enfants. Et du coup, il y a plein de choses que j'étais obligée de changer. J'ai cru que j'allais pas pouvoir le faire financièrement et tout ça. Et à chaque fois, j'ai dû revisiter pour trouver des solutions. Et j'ai trouvé. Donc, ça me fait passer par des phases très contentes parce que quand je trouve des solutions, je suis happy. Et d'autres phases où c'est un peu plus dur, émotionnellement, nerveusement, ça fait travailler. Voilà, donc aujourd'hui, je suis dans un bon mood par rapport à tout ça, ça s'aligne, ça va. Mais je vois que ça a plein de choses, ça impacte aussi ma vie, et notamment, du coup, notre sujet, ça impacte aussi mon cycle. Donc voilà, ce qui est toujours un Donc peu on va parler perturbant de... de voir Ouais. ce qui a ce qui a un impact ou pas, quoi. Mais j'ai envie de dire, c'est l'histoire de la vie, hein, les hauts, les bas, c'est des choses qu'il faut accepter, ça fait partie de la vie. Moi, pour te faire un petit peu mon partage d'expérience, du moment, mon ressenti du moment, je suis dans un très très bon mood en ce moment, notamment avec l'énergie du printemps qui me redonne vraiment un souffle de vitalité, de créativité, d'envie de créer, d'œuvrer. Donc du coup, j'utilise en fait cette période pour vraiment être pleine balle dans le boulot, avoir une bonne routine bien structurée et bien équilibrée. Donc un bon équilibre entre une intensité dans le travail, une intensité dans l'activité physique, le repos au soleil, la marche, la respiration, la méditation. Et voilà, je me sens vraiment très bien. Les projets avancent, les choses se débloquent. Et je crois qu'il n'y a rien de plus satisfaisant pour un être humain de sentir qu'il progresse, qu'il Ouais. évolue dans la vie. Donc voilà un peu où j'en suis en ce moment.
C'est dynamique. Je crois que pour tous les deux, du coup, mais c'est vrai que et cette énergie du printemps, elle est importante aussi. Hein. C'est aussi de surfer sur les vagues de la vie comme ça et des saisons, qui utiliser ce qui est présent, ça me paraît vraiment primordial pour pouvoir Mm. avancer. Ouais, puis finalement, comme je le dis tout le temps, on est lié avec le cycle de la vie, de la Terre, on est lié avec les saisons, on fait partie de l'environnement, et l'environnement a une influence sur nous. Donc, moi, je trouve ça aussi logique de suivre la voie de la nature pour le coup, et c'est-à-dire, quand c'est la saison du printemps et que bah, tu regardes dehors, les animaux se réveillent, ils commencent à reprendre le boulot. Là, on voit plein de petits trous de fourmis qui commencent à travailler, à aller chercher leurs petites brindilles et tout ça. Bah, en fait, il faut juste faire la même chose. C'est l'énergie du moment et c'est une énergie de création. On sort de l'hiver, on a plein d'idées, on doit se mettre en mouvement, voilà, il y a la détox qui vient et tout ça. Donc, il y a des choses à nettoyer, des choses à construire. Donc, j'essaie vraiment beaucoup de respecter ça. Chose que je faisais pas avant, tu sais, quand je me donnais tout le temps à fond, que ce soit l'été comme hiver, c'était réveiller tôt, bain froid, enfin douche froide, exercice intense et je n'étais pas à l'écoute du corps. Et sur le long terme, bah, nécessairement, tu crées un déséquilibre. Et d'ailleurs, ça va être la grande thématique de ce podcast, parce que toi, tu es spécialisé dans les cycles féminins. Ouais. J'aimerais que tu partages d'abord ton expérience, pourquoi tu en es venu à ça, à t'intéresser à cette spécialité. Et puis après, dans un deuxième temps, expliquer de manière générale et assez simple qu'est-ce que c'est le cycle menstruel pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors c'est une histoire longue hein, de venir s'intéresser au cycle, mais en tout cas ça a un intérêt pour faire le lien avec ce que tu disais avant. Moi j'ai l'habitude de dire que tout ce qui est vivant est cyclique, donc il y a le cycle féminin effectivement qui est une part importante actuellement de ma vie parce que ça fait partie de ce que je transmets, mais tout ce qui est vivant, que ça soit les cycles qui nous entourent journaliers, les cycles des saisons, une plante, une entreprise qui est vivante, elle a une façon d'être cyclique aussi. Hein. On n'est pas toujours soit en expansion, soit, enfin voilà, il y a toujours ce mouvement de vague qui est présent. Et voilà, et du coup de s'intéresser au cycle, je trouve que c'est assez magique parce que et c'est une chance pour les femmes de pouvoir vivre et être avec ces cycles parce que quand on arrive à vraiment vivre et à être dedans au niveau personnel, eh ben c'est beaucoup plus facile aussi d'aller derrière dans les cycles que les autres cycles de la vie. Hmm. Euh, du coup, au niveau personnel, moi, c'est pas quelque chose. Je suis pas née avec. Hein. Ça n'a pas été si facile que ça. La puberté, toute cette période-là, euh, c'était assez tabou même, je dirais, chez moi et dans d'autres maisons, hein, comme beaucoup de jeunes filles. Donc j'en parlais tout simplement pas. Il y avait plein d'idées reçues sur le fait que ça soit sale, voilà, que l'idée, voilà, que les règles on n'en parle pas, c'est pas très, on n'est pas très bien dans ce moment-là. Beaucoup d'appréhension, de juste ne pas vouloir en parler, de rester, en fait, de faire en sorte que ça soit caché. La première fois où j'ai entendu parler de cycle ouvertement des femmes et de manière très, on va dire, légère et comme si c'était un sujet normal, ça m'a choquée. Et j'avais fait une tente rouge, c'était après ma première grossesse, je me rappelle, entre ma première et ma deuxième grossesse. Et Et ça m'avait vraiment choquée. Je me dis, mais est-ce qu'on peut parler de cycle Il y avait eu plein de sujets, cycle, sexualité, comme ça, de manière normale, sans avoir un peu honte, sans rougir. Et ça m'avait posé question, vraiment. Euh, donc j'ai évolué avec ça, j'ai rencontré d'autres femmes. C'est une période où j'étais dans la mode maternité, grossesse, donc j'ai beaucoup évolué avec le féminin à ce moment-là. Et en fait, ce qui a vraiment changé et switché, c'est au cours de ma troisième grossesse, qui était une grossesse surprise, pas désirée. Euh, j'ai mis ce temps-là, ces 9 mois-là, une fois que j'ai décidé d'avoir cet enfant et d'emmener la grossesse à terme, j'ai décidé de mettre à profit cette période-là pour définir une contraception, chercher une contraception qui soit naturelle, où il n'y a aucune hormone de synthèse et qui soit fiable. Parce que souvent les deux mots ne vont pas ensemble. Compliqué à trouver aujourd'hui.
Et du coup, pendant mes recherches, en fait, j'ai découvert énormément d'idées reçues sur le cycle, au-delà de juste la contraception que j'ai trouvée d'ailleurs depuis. Mais j'ai vraiment vu plein de choses et lu plein de choses et expérimenté, c'était après, donc une fois le retour de couche fait, mais échanger avec des femmes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues, quel que soit le milieu où on était, parce que moi j'ai grandi dans un milieu qui était très axé développement personnel, avec des parents naturaux et tout ça, donc je pensais que de ce côté-là, du côté nature, j'avais quand même un bon bagage, mais en fait au niveau cycle, pas du tout, quoi. Donc je me suis dit, il y a du taf à faire, il y a énormément de choses à transmettre, et ça a été ma prise de décision pour approfondir vraiment ce sujet-là et vraiment en faire un métier. Cool, beau partage. Du coup, tu parlais de trouver des contraceptifs au naturel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé une solution? Oui, bah oui, du coup, voilà, dans ces 9 mois, j'ai découvert la symptothermie. Alors, c'est des recherches que j'avais déjà fait auparavant, hein, à plusieurs moments, mais bon, ça devait pas être le moment, j'avais pas trouvé. Euh, mais en tout cas, au cours de ces 9 mois, je suis tombée sur enfin, je suis tombée, j'ai fait des recherches, donc ça a été cherché hein, de tomber dessus. La symptothermie, c'est une méthode d'observation du cycle. C'est pas une contraception en soi. On va définir les périodes fertiles et infertiles avec précision. Et du coup, bah, ça permet après au couple, derrière, de faire un choix de contraception ou de conception, au contraire. En tout cas, de favoriser l'un ou l'autre. Et cette méthode, j'ai trouvé. Je me suis renseignée, j'ai appris aussi tout ce qui était fiabilité, comment on peut évaluer la fiabilité d'une méthode, donc avec l'indice de Pearl, qui est l'indice qui est pour, quelle que soit la contraception, on va avoir cet indice-là qui est donné, c'est le taux d'échec. Ok. Et donc on a toujours un indice typique et un indice réel. Typique, c'est comment ça se passe quand tu fais tes études, que tout est dans un labo bien fait parfaitement. Et réel, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Et souvent, on nous donne les indices typiques. C'est souvent le problème des études en laboratoire, c'est qu'on extrait l'objet d'étude de son environnement. Mm. Et du coup, c'est totalement biaisé. Donc ça donne pas les mêmes résultats. Et du coup, est-ce que tu peux donner un exemple d'échelle? Et où est-ce qu'en est la septothermie du coup? Alors, je vais comparer la symptothermie à la pilule. Euh, Ok. alors, et puis avant déjà, il faut savoir qu'aucune contraception n'est fiable à 100%. Voilà, ça je le dis, je le redis, enfin je le dis partout, parce qu'on a tellement dans l'idée que dès qu'on prend des hormones, c'est bon, c'est sûr, et que ponctuellement, il y a peut-être une erreur, mais c'est pas... Voilà. Non, en fait, toute contraception, euh, aucune contraception n'est fiable complètement à 100%. Donc déjà, de prendre conscience de ça, c'est important. La pilule en indice typique, donc une utilisation parfaite, elle est à 0,3% d'échec. Mhm. Et en indice réel, elle est à 8%. Sur la symptothermie, en indice typique, on est à 0,4% d'échec, donc un peu moins bien que la pilule, pas beaucoup. Mais en réel, on est à 2%. Ah oui. Et donc ça fait quand même une belle différence. Après, moi, je l'explique je pense que c'est assez simple, c'est que la pilule, on la prend par habitude. Les gens, les femmes, principalement, ne se posent pas la question de prendre la pilule ou pas. C'est, bah voilà, j'ai mes règles, je suis en âge d'avoir des relations sexuelles, ou encore, je prends, parce que j'ai des boutons et des cycles irréguliers, je prends ma pilule et puis, bah, voilà, c'est tout, quoi. Je considère même pas ça comme un médicament ou c'est normal. Mhm. Et du coup, il n'y a pas de conscience derrière, de conscience de ben la pilule, elle va fonctionner si on la prend régulièrement, elle va fonctionner si je suis pas malade, si j'ai pas une gastro, que je la vomis pas, que j'ai pas la diarrhée, enfin tout ça, toutes ces petites choses qui vont faire que ça diminue l'efficacité aussi. Et il n'y a pas de ouais, pas de conscience, je pense que c'est le mot sur cette prise de contraception, alors que quand on fait une démarche d'aller vers la symptothermie, c'est rare qu'on y aille forcément à 13 ans. Quoique moi, après, j'ai des couples qui viennent assez en consultation, qui ont 20, 22 ans, donc qui viennent quand même assez jeunes. Mais c'est une démarche.
on y vient parce que on a vraiment envie de prendre en main sa vie, d'être responsable de ce qu'on fait et de pas simplement subir des effets secondaires hormonaux, tout ça. Donc, mon avis, et c'est mon point de vue, c'est que ce taux d'échec qui est bas en utilisation réelle, il vient de la conscience que les femmes et les couples mettent à pratiquer une contraception consciente, à avoir fait ce choix. Super intéressant. Ouais, le simple fait de mettre une conscience dessus, sur l'action, et de mettre de l'intention finalement, parce que là où on met son attention, c'est là où va l'énergie, ça influence sur l'efficacité en tout cas de ce que tu partages. Et c'est vachement intéressant, moi qui m'intéresse énormément au pouvoir de l'esprit, tout ce qui est effet placebo et la capacité de l'esprit qu'a à influencer le corps, moi je trouve ça magnifique. C'est vraiment génial, ouais. Une belle approche. Est-ce que tu penses que la pilule, il peut y avoir une espèce d'accoutumance? Bonne question, je m'étais jamais posée comme ça. Parce que tu disais que le taux d'échec était beaucoup plus élevé. Est-ce que peut-être certaines biologies, certains corps finissent par s'accoutumer, c'est peut-être moins efficace, peut-être aussi peut-être une possibilité, je sais pas. Alors, je pense pas qu'il y a ça soit par rapport à l'habitude, parce que tu vois, il y a la pilule qui est très utilisée. La France, on est le pays où il y a le plus de prescriptions de pilules. Dans d'autres pays, il y a d'autres choses en contraception hormonale aussi, mais voilà, au niveau hormonal, il n'y a pas que la pilule. Il y a l'implant. Donc, il y a l'implant, il va y avoir le stérilet, l'anneau, le patch, des injections. Voilà, les hormones sont déclinées en plein de modèles différents, à plus ou moins long terme. Donc tu vois, la pilule, c'est la moins pratique en fait des contraceptions hormonales parce que tu dois la prendre tous les jours, alors que les autres, ça dure au moins 3 semaines, ce qui est beaucoup plus léger au niveau organisation, si on peut dire comme ça, et qui ont des taux d'échec qui sont moins importants que la pilule. Donc je pense aussi que la pilule vient du fait qu'il faut penser à la prendre. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est la plus populaire finalement, c'est la première vers laquelle on va se diriger, où un médecin va prescrire aux femmes pour ça sans forcément penser aux autres alternatives. Et pourquoi Ouais. d'ailleurs, alors que c'est pourtant pas une des plus contraignantes, et pourquoi c'est la plus utilisée d'après toi? C'est une bonne question. Je pense que c'est une habitude. C'est ce qui a marqué, à mon avis, les 68, les années, voilà, la révolution, tout ce qui est révolution sexuelle, un bébé quand je veux. C'est vraiment ce terme de la pilule. Je pense qu'il a vraiment été très marquant en France. Hmm. Après, c'est très très personnel. Et il y a une facilité d'accès qui est plus voilà, un stérilet, par habitude, par exemple, on va plutôt le conseiller sur une femme euh, qui a eu un enfant déjà. Même si maintenant ça change, ils se sont rendus compte que ça changeait rien de fait de mettre un stérilet à une femme qui a pas eu d'enfant. Donc là, c'est en train de changer au niveau des mœurs. L'implant, je vois qu'il y en a de plus en plus, mais c'est quand même sur du long terme. L'implant, ça Euh, se passe comment? Tu le mets par exemple au bras ou c'est un endroit en particulier? c'est ouais, c'est dans l'avant-bras. On met dans Ok. l'avant-bras. Et du coup, ça envoie constamment des hormones ou il y a C'est ça. un roulement à faire, des changements des fois? Oui, alors j'ai plus la durée. Il me semble que c'est 5 ans. Ok, Je sais plus si c'est d'accord. 3 ans ou 5 ans que je confonde pas, mais voilà, au moins tu le mets et tu penses plus quoi. Voilà, Hmm. ça va être l'intérêt. Alors je suis absolument moi perso contre les hormones, mais voilà, je peux comprendre l'intérêt d'une femme à se dire j'y pense plus quoi. Mais encore une fois, on revient à la conscience, parce que du coup, c'est être conscience de ce qu'on fait avec notre corps pendant ces 3 ans-là. Euh, Ouais. c'est Mais ça fonctionne, voilà. Toutes ces contraceptions qui durent sur même le stérilet ou l'implant, les anneaux qui vont diffuser des hormones régulièrement, ça va diffuser principalement de la progestérone. Alors, pas de la progestérone, des progestatifs, donc qui sont comme c'est de la progestérone de synthèse, mais bon, on n'a pas réussi à synthétiser exactement la progestérone. Donc, on va avoir que l'effet contraceptif, mais on va pas avoir les autres bienfaits que peut avoir l'hormone naturelle. Hmm.
sur tout ce qui est antidépresseurs, récupération musculaire, etc. Ok. Est-ce que tu peux Et donc, développer un peu les bienfaits de la progestérone? et Qu'est-ce qu'elle alors, apporte? donc la progestérone naturelle qui est produite par le corps et donc qui va être diffusée dans un cycle sain chez une femme qui a un cycle en bonne santé, va être diffusée pendant entre 12 et 16 jours dans le corps. Ok. Et cette progestérone, elle va avoir un impact sur les connexions nerveuses, sur le système nerveux, voilà, tout ce qui est ça va être antidépresseur. Il y avait d'ailleurs une étude que j'avais bien aimée sur l'idée, hein, pas forcément sur les faits, mais qui mettait une hypothèse, en fait, qui disait que maintenant il y a plus de dépression chez les femmes actuellement parce qu'elles sont moins enceintes. Tout simplement parce que la progestérone, c'est l'hormone de la grossesse, et donc vu qu'il y a quand même beaucoup moins de grossesse chez les femmes, voilà, on n'a pas 9 enfants comme ça. Et ben on n'est pas baigné dans la progestérone pendant 9 mois, puis après encore un bain d'hormones sur l'allaitement. Donc du coup ils essayaient de voilà corréler ces effets-là. Donc dans l'idée je trouvais ça intéressant. Bon après c'est pas l'objectif d'avoir 9 enfants pour ne pas être dépressif. Voilà. Je pense qu'il faut relativiser quoi un petit peu les faits, mais en tout cas déjà faire attention. Et moi c'est vraiment un fait sur lequel je sensibilise les femmes que j'accompagne et qui est pas fait par tout le monde, c'est que je leur demande à la fin de chaque cycle d'observer leur phase, donc ce qu'on appelle la phase progestative, de voir la durée qu'elle a, parce que si elle a une durée régulière qui est assez bonne, c'est bien, c'est un bon indicateur de santé. Si elle voit pendant 6 mois qu'il y a une phase qui est progestative qui est courte, je dis ben voilà, ça risque d'avoir un impact, pas tout de suite, à long terme, sur le système nerveux, sur la récupération après une blessure, sur la fragilité osseuse. Ouais, elle est importante là-dessus aussi. Et du coup, bah, si vous voyez que pendant quelques mois c'est court, et ben il suffit d'aller, vous allez voir un naturopathe ou vous faites les rectifications vous-même au niveau de votre alimentation, de vos apports, pour qu'il y ait les bons précurseurs à la progestérone et que vous soyez plus en manque. Ou alors vous allez voir du côté émotionnel si c'est une phase qui raccourcit à cause d'un événement. Voilà. Et et c'est ça en fait. Du coup, c'est aussi la vision de la santé préventive. On rentre, on observe ce qui se passe et on peut tout de suite réadapter avant qu'il y ait des soucis. Hmm. Ouais, complètement. J'aimerais bien que tu rentres en détail sur les méfaits, tout ce qui peut être néfaste quand on prend des hormones synthétiques, peu importe le type de contraceptif. Et ça m'intéresserait de savoir un peu quels sont les effets, et surtout, je pense aux jeunes femmes qui les prennent à l'adolescence, justement à cette période où le corps est en construction, je pense, et il est en train de se rééquilibrer, voilà, il y a plein de choses qui se produisent, et là, on balance des hormones artificielles, et je pense que c'est l'une des pires périodes pour le faire, et quelles peuvent être les conséquences sur le court terme et même sur le long terme? Ouais, alors je sais pas si j'aurai tous les effets négatifs en tête parce que c'est pas non plus ce que j'ai Hmm. étudié le plus à ce niveau-là. Je suis partie sur d'autres choses, mais je peux donner en tout cas les grandes lignes que ça va avoir comme impact. Alors de manière générale, sans parler des ados, il y a tous les effets au niveau des humeurs, des changements d'humeur, de la tendance à la dépression, dû justement à ce manque de progestérone, la libido. On observe beaucoup de femmes et elles se rendent même pas compte qu'elles ont pas une libido qui est entre guillemets normale ou qu'elles ont une baisse de libido parce qu'elles la prennent jeune, la pilule. Et je vois celles qui témoignent, c'est celles qui ont arrêté la pilule par exemple ou autre contraception pour avoir une grossesse, pour démarrer une grossesse. Et là d'un coup elles disent ah mais ouais mais c'est ça. Ah mais je savais pas que ça allait pas. En fait, elles se rendent compte au moment où elles arrêtent. Parce que ça fait tellement longtemps et qu'elles ont tellement l'habitude de vivre comme ça qu'il n'y a pas de connexion, de réalisation en fait qu'il y a un problème, une problématique. Donc il y a oui la libido, la prise de poids aussi, la prise de poids, parfois ouais, des soucis au niveau beaucoup de problèmes de peau qui peuvent ressortir. Voilà, ça c'est les principaux
principaux sujets, voilà, de manière générale qu'on voit. Après, chez les ados, chez les jeunes, il y a quand même un souci, c'est qu'elles sont effectivement, tu le disais, qu'elles sont pas terminées entre guillemets, que le corps est encore en formation, que l'esprit est encore en formation, tout le système n'est pas arrivé à son terme, et du coup, ça peut venir impacter. Et on voit beaucoup au niveau des problématiques, des maladies mentales derrière. Donc encore une fois sur la dépression, mais après des troubles qui peuvent être plus poussés au niveau des troubles mentaux qui peuvent apparaître plus tard. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que ça fait le lien en fait avec l'état aussi du monde moderne. La plupart des humains aujourd'hui, il y a une espèce de démence qu'on peut observer chez les gens, une espèce d'irritabilité, de dépression, des pensées suicidaires, de la violence qui s'élève de plus en plus. Et j'ai l'impression que il y a un lien entre déjà les contraceptifs, mais aussi l'alimentation transformée. Euh, Ça aussi, on pourra en parler, mais la sexualité qui est aujourd'hui complètement à revoir. Enfin, aujourd'hui, c'est la sexualité dans la tête de beaucoup d'adolescents, notamment des jeunes, mais je pense même chez les adultes, malheureusement, ça va être. On va se comparer à la pornographie, de ce qu'on a pu voir quand on était ado. Et j'ai l'impression qu'il y a tout ce mélange qui fait que ça amène vraiment les gens vers des graves troubles de santé. Et alors, moi, j'ai toujours un côté un peu. Je dirais pas complotiste, mais tu vois, je suis toujours en mode. C'est la question que je pose souvent, c'est est-ce que, d'après toi, il y a une espèce de volonté de diminuer en fait les capacités humaines pour mieux les maintenir dans la docilité, donc réduire voilà, avec la pilule par exemple, les faire se sentir un peu plus déprimés, moins d'entrain pour leurs projets, du coup ils vont rester au statu quo, ou est-ce que tu penses que c'est juste voilà, des chercheurs qui ont cherché un peu comment créer la pilule. Et ce serait intéressant aussi de savoir quand est-ce que ça a été créé la pilule et est-ce que tu sais par qui. Enfin, j'ai posé beaucoup de questions, mais voilà. Alors je vais rejoindre à fond ton côté complotiste sur la pilule, en tout cas. Tu vois, même, tu vois, j'ai le livre, il est toujours à côté de moi sur le bureau parce que c'est une de mes références, c'est J'arrête la pilule. Alors, je sais pas si, de Sabrina Debusca. C'est voilà, c'est une journaliste indépendante. Bref, j'aurais pu même lire AVC, migraine, prise de poids, fatigue, baisse de libido, dépression, cancer, infertilité. Ça c'est en gros titre dessus. La genèse de la pilule. La genèse de la pilule, elle a été faite, elle a été créée en fait pour mieux contrôler les populations irresponsables et irréfléchies. Et ça, c'est les mots d'une des Margaret Sanger qui faisait partie, voilà, des pionnières. Ils ont été quelques-uns. Voilà, il y avait les chercheurs, il y avait les financeurs. Mais en tout cas, voilà, l'idée de ces personnes-là, qui étaient des eugénistes, c'était de maîtriser un petit peu plus la population et de sélectionner la population. Et faut savoir que c'était dans les années 50, donc finalement on est après la Deuxième Guerre mondiale où on s'est battu pour arrêter quelque chose où il y avait déjà cette idée-là avec la sélection, la race aryenne. Et ben en fait c'est un peu dans le même style quand même la pilule. Faire une sélection, donc il y avait, elle détaillait vraiment. Il y avait les gens qui étaient intelligents, ils classaient les gens intelligents qui avaient la connaissance, qui pouvaient se permettre du coup de choisir, de planifier les naissances et de contrôler les naissances. Et d'ailleurs, les méthodes d'observation du cycle, à la base, c'est méthodes de planification naturelle, planification des naissances. Mais du coup, avec un choix conscient, réfléchi, etc. Il y avait la classe qui était conscient qu'il y avait des choses comme ça qui existaient, mais qui n'avaient pas forcément toutes les connaissances pour pouvoir mettre en application. Et il mettait bien la troisième classe de population qui était les gens qui étaient plus pauvres, les races. Alors après, il mettait différents types de races aussi, mais qui se reproduisaient sans aucune conscience. Et donc, ces gens-là, il fallait pas qu'ils puissent se reproduire de trop. Et du coup, ils ont créé la pilule. Voilà, c'était l'idée, ça, c'était de castrer un petit peu les populations. Ils ont fait d'ailleurs leurs études dans
ils sont allés dans certains endroits. Donc aux États-Unis, la contraception était pas autorisée dans les années 50. Donc ils ont légalisé à certains endroits pour faire leurs études à grande échelle dans certaines villes. Et voilà, il y avait des femmes qui faisaient ça, donc c'était assez dosé. L'effet contraceptif a été très vite trouvé, mais avec des effets secondaires de fou, des décès. Mais c'est pas grave, ils ont continué parce qu'en fait, il y avait l'effet. Ce que on notait, c'est qu'il y avait l'effet contraceptif, donc c'était ce qui était cherché. Et même au début, les toutes premiers essais, en fait, à l'époque, il n'y avait pas forcément de réglementation, et du coup, le médecin qui prescrivait il y avait des couples, des femmes qui venaient les voir pour tomber enceinte, tout ça, et ils leur donnaient des médicaments, des pilules, enfin, voilà, sous forme d'essai, et ils notaient leurs impacts, mais sans prévenir la femme de à quoi ça servait et de pourquoi c'était. Parce qu'ils n'avaient pas l'obligation de prévenir qu'ils faisaient des essais cliniques sur ces personnes-là. Donc, il y a toute une éthique derrière cette pilule qui est pas hyper saine. Et derrière, ils ont vu que ça fonctionnait au niveau contraceptif, donc ils se sont dit on balance, c'est pas grave. Il y en a qui ont remonté l'info comme quoi c'était pas terrible tous les effets secondaires qu'il y avait et tout ça. Mais ils ont dit c'est pas grave, on lance à grande échelle assez rapidement, et donc ça s'est vite popularisé aux États-Unis, en France. Mais en fait, pour avoir des essais à plus grande échelle, et après ils ont réadapté les dosages. Il y a eu plusieurs générations de pilules pour quand même limiter les effets, pour pas qu'il y ait trop de cas. Difficile et compliqué, mais les effets, ils ont été faits à grande échelle, avec quasiment aucune temps de recherche derrière, quoi. Donc je pense que J'ai envie oui, de dire que ça au me. volonté, c'est pas terrible, tu vois. Enfin, l'ambiance et la volonté de base n'est pas ni d'aider les femmes à s'émanciper, ni de contrôler les naissances. Et d'ailleurs, elle ressort dans son livre, Sabrina Debusca, que il y a eu vraiment une faible chute de la natalité après la contraception. C'est pas ça qui a changé. Que dans le siècle d'avant, il y avait eu des prises de conscience de l'être humain à plusieurs endroits dans le monde qui avaient fait que le nombre d'enfants par famille avait déjà chuté, en fait. Et après, on a associé ça derrière à la pilule, alors que c'est pas ça qui a fait chuter, parce qu'il y avait eu juste une élévation de conscience qui après a diminué avec la pilule, parce que du coup, il y avait plus besoin d'avoir conscience de ce qu'on faisait quand on a des rapports Hmm. sexuels. Et cette élévation de conscience avant la pilule, c'était dû à quoi? Alors là, pour le coup, j'ai pas poussé plus que ça les recherches. Euh, donc je peux pas te donner d'éléments tangibles là-dessus. Après, je me dis que moi, d'un point de vue, si t'es en couple, alors c'est quand même des époques où on était en couple toute la vie avec la même personne. Donc tu connais aussi ton partenaire. S'il y avait un peu de discussion, si on était dans un couple où il y avait un peu de conscience, je reviens là, un peu de conscience de ce qui se passait, même si on n'avait pas toutes les connaissances physiologiques, eh ben, on était dans le début de l'ère industrielle et tout ça. Peut-être qu'il y avait aussi ce fait de dire, bah, si j'ai beaucoup d'enfants, il va falloir assumer derrière. Donc, et s'ils avaient conscience qu'à chaque rapport, il y avait possiblement un enfant, peut-être qu'il y avait plus ou moins du retrait, plus ou moins des méthodes style gyno, enfin, et du coup, ça a déjà diminué le nombre d'enfants. Hmm. Ok. Avec un manque avec un manque de connaissances plus poussé, mais déjà cette conscience-là qu'il y avait un impact aussi sur tout le reste de la vie, sur l'activité de la maison, enfin voilà, toute la gestion que ça peut amener. Ouais. Et est-ce que tu as fait des recherches sur les peuples, on va dire ancestraux, ou même les peuples aujourd'hui primitifs qui, quand je dis primitifs, c'est des peuples qui ne sont pas en contact avec le monde moderne et qui ont gardé un mode de vie très connecté à la Terre. Tu vois, des peuples très reculés qu'on peut retrouver en Afrique, des Amérindiens, voilà, des peuples un peu. Est-ce que tu as fait des recherches? Est-ce que tu connais un peu leur méthode de contraception? Comment ils gèrent ça? Alors c'est vrai que sur ce côté-là, j'ai pas cherché au niveau de la contraception, j'avais plutôt cherché du point de vue de la femme et de son cycle. Euh, de comment était vécu, enfin comment était vue la femme, parce que dans le côté occidental, on a un peu diabolisé la femme, voilà, comme étant impure pendant ses règles. Ouais, il y avait tout ce côté-là
qui est assez lourd dans l'Occident, qui diminue, mais qui reste quand même en arrière-pensée et qui crée voilà, ces tabous qu'il y a. Et je voulais savoir si c'était partout pareil, en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de peuples où on a dû faire en fait un amalgame de plein de choses, parce qu'il y a beaucoup de peuples qui effectivement vont isoler les femmes dans les périodes de règles, si je prends cette période qui est la plus marquante. Mais c'est pas parce qu'elles sont sales et qu'elles sont impures, pas du tout. En fait, c'est parce que c'est une période où elles sont beaucoup plus connectées à la terre, beaucoup plus connectées à leur intuition, vu qu'il y a la chute hormonale qui est présente. Et ben tout l'esprit est éveillé à ce qui se passe autour. Donc c'est le moment où en fait elles s'occupent d'elles, elles se regroupent, elles vont prendre soin d'elles les unes les autres. Il y avait aussi tout des rituels avec le corps, les cheveux, et en même temps c'était des moments aussi où il y avait des prises de décision, où les femmes, comme elles étaient bien connectées à ce qui se passait, on leur donnait, avant qu'elles aillent s'isoler, on leur donnait toutes les grandes décisions qui étaient à prendre pour le village, ou pour le peuple qui était là à ce moment-là. Elles se posaient, elles avaient tout ça, et quand elles revenaient, elles avaient les indications, les décisions pour la suite. Donc c'est pas du tout la même façon de voir que de dire ah bah non, je te laisse, je peux pas te toucher, t'es pas propre, tu vas dans ton coin, quoi. Et moi j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est rassurant de voir qu'il y a ça aussi. On peut voir l'isolement de deux manières différentes. Bien sûr. Et aussi ne pas interférer avec les énergies féminines qui sont, on va dire, en introspection et dans un moment qui est aussi important. Et c'est vrai que dans le monde occidental et le monde moderne, malheureusement, la femme, elle est toujours perçue comme inférieure à l'homme. Et je trouve ça dommage parce que quand on regarde un peu la nature, on regarde les peuples qui sont connectés à la nature, on se rend compte que c'est pas du tout le cas et que déjà la femme, elle est créatrice, c'est elle qui donne l'enfant, c'est elle qui souffre et qui porte le bébé. Et ça, c'est quelque chose déjà qu'on connaîtra jamais, nous les hommes. Mais elles ont aussi cette capacité intuitive, elles ont vraiment cette force de création. Et beaucoup dans les peuples chamaniques et spirituels, c'est beaucoup la femme qui est représentée comme une déesse, qui est protectrice, qui est créatrice. Et je trouve ça dommage aujourd'hui que aujourd'hui c'est perçu comme, ouais, comme tu dis, sale. Il faut le cacher, c'est limite, c'est très pudique. Mais il y a aussi cette ouverture de plus en plus avec cette ouverture à la spiritualité aujourd'hui où les femmes elles assument de plus en plus leurs règles. Elles sont plus connectées, elles reviennent vraiment à ce côté primitif et ça donne beaucoup d'espoir pour le futur. Ouais. Oui, on y revient, hein. Je vois avec je veux dire, moi je suis de génération des années 90. Et je pense que les générations qui viennent après sont de plus en plus ouvertes à rediscuter, à en parler ouvertement. Je vois des jeunes, des ados qui parlent, alors, des filles entre elles, avec des garçons aussi. Alors que moi, je me rappelle au collège, mais voilà, si t'en parlais, fallait pas en parler déjà. Et puis les garçons se moquaient, les filles étaient pas sympas entre elles sur cet aspect-là. Enfin voilà, donc et alors que je vois des ados là avec qui je discute, qui en parlent comme ça, tranquille. Il y a leur pote à côté, elles en discutent, et puis lui, il est pas choqué ni rien. Donc c'est qu'ils ont l'habitude en fait de parler plus facilement. Et ça, je me dis, c'est quand même une évolution qui est bien. Ouais, Qui est... complètement. Après, Ça faut donne pas beaucoup d'espoir. partir. Ah pardon, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. Après, moi, je trouve ça vraiment bien qu'on puisse discuter, et ça me paraît primordial de pouvoir en discuter avec un homme, et encore plus si c'est son homme, voilà, dans une relation de couple, de pouvoir parler ouvertement. Euh, mais du coup, avec les femmes qui reprend aussi sa place, qui arrive à retrouver, c'est une recherche personnelle, je pense, chacune. Et ben, ça demande aussi à l'homme de se repositionner. Et je pense que ça, du coup, chacun doit se replacer. Et ça amène des sujets un peu délicats sur la féminité, la masculinité, comment on se place, chacun l'autre, quel est notre rôle. Et il y a tout un mouvement en ce moment où chacun doit pouvoir prendre pleinement sa place et l'assumer et l'accepter aussi. Mhm. Et justement, moi qui suis un homme et qui m'intéresse quand même à ce genre à ça pour le futur, quand j'aurai une circadienne dans ma vie,
Quel est justement le rôle de l'homme quand il l'accompagne dans les menstruations féminines? Ou est-ce que c'est vraiment ça à définir dans chaque couple? Ou est-ce que de manière globale, l'homme il a un rôle à jouer, la laisser tranquille, être plus à l'écoute, ou comment ça se passe? Je pense qu'il y a une adaptation à faire de toute manière parce que chaque femme est différente. Même si on peut donner des grands principes ici, chaque femme a son vécu, son histoire, sa façon de vivre. Et ça, tout comme chaque homme va être différent, on peut pas dire que chacun va réagir d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a toujours une part où c'est à créer dans le couple, à créer, à discuter. Mais l'homme peut être un pilier, une force à ce moment-là, suivant comment se trouve la femme. Et encore une fois, la femme, à des moments, elle va pouvoir très bien vivre ses règles. Donc, on est dans une société quand même plutôt moderne où ça va être compliqué de de s'isoler pendant 4 jours. Donc, on va devoir vivre finalement avec tout ce qui se passe. Il y a quand même les enfants, il y a quand même le travail. Donc, souvent, ce qui peut se faire, ça va être que l'homme prenne un peu le relais sur ces points-là si la femme a besoin de se poser. Euh, Et après, ça dépend. Il y a des femmes, elles vont garder, par exemple, le repas, elles vont faire les repas pendant ce temps-là. Mais bon, les enfants, ça va être plus compliqué parce que là, le taux de patience et d'énergie, il est un peu, c'est au taquet. Pour d'autres, ça va être l'inverse. Elles vont demander à leur conjoint de faire le repas et puis elles vont juste passer du temps à jouer avec les enfants. Ou alors, s'il y a des grosses journées, c'est d'arriver et puis de se poser. Voilà. Ça va être vraiment un relationnel qui va se créer, aussi à s'adapter au moment. Hein. Si c'est une grosse période de travail, de se poser. Si c'est une période un peu plus fluide, eh ben, elle peut se reposer la journée et être finalement quand même bien le soir quand elle retrouve son compagnon. Il peut y avoir différents aspects, différentes mises en route. Mais après, l'essentiel, c'est de pouvoir en parler. De dire, OK, là, c'est bon, j'arrive dans cette période. Ou des fois, elle se rend pas compte, même la femme, qu'elle est en train de changer au niveau de son comportement, de son caractère, parce que ça se passe comme ça. Et le rôle de l'homme, là, il est juste des fois de dire, mais t'es dans quelle phase? Comment tu te sens? T'es dans quelle phase avant les règles? Et juste de poser une petite question, de dire, t'en es où dans ton cycle? Et ben, ça permet de se dire, ah oui, je réagis peut-être un peu trop fort là, je suis dans cette phase, ok. Et c'est le rôle d'un compagnon de vie, en fait, finalement aussi. Et comme nous, on peut le faire avec un homme, même s'il n'y a pas d'histoire de cycle, dire, oh, là tu t'énerves, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, tu vois, enfin, et du coup tu relativises par rapport aux événements qui sont passés. Hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce truc assez cliché où, tu sais, quand tu vois une femme qui est irritée, qui est énervée, t'as souvent cette vanne, tu sais, qu'est-ce que t'as tes ragnagnas, t'as tes... Et en fait, c'est complètement stupide. C'est souvent tendance au conflit, plutôt que de dire, ok, là, elle traverse une période de ses menstruations, on la respecte, on la laisse tranquille, tu vois. Et je trouve que la société n'aide vraiment pas à ça, à, justement à laisser ce sas de tranquillité aux femmes. Et j'ai même envie de te demander, quand est-ce qu'on aura une société qui va permettre à la femme de pouvoir s'isoler quand elle en aura envie? Est-ce que tu crois qu'un jour ça arrivera ou est-ce qu'on est encore à des années-lumière de ça? Je sais pas si un jour ça arrivera. Par contre, je vois beaucoup plus de femmes entrepreneurs. Et je vois tout un mouvement de femmes entrepreneurs, mais entrepreneurs dans le féminin. Alors pas dans le sens où on est toutes, notre entreprise n'est pas forcément liée au féminin, mais qui ont une manière d'entreprendre qui leur permettent et de gagner leur vie et de vivre leur cycle. Hmm. Et donc je pense que c'est pas à attendre que la société en arrive là, comme on va attendre le congé menstruel entre guillemets qui avait fait débat il y a pas si longtemps que ça. Euh, mais de créer en fait, d'amener d'être de plus en plus de femmes et d'hommes à créer cette possibilité dans nos vies. Et je pense que c'est ça qui va faire changer les choses, c'est de créer un monde où nous, on a la capacité de dire ok là j'ai besoin d'un jour, je me pose un jour. Hmm. Ouais, Euh, carrément. Et c'est intéressant, moi qui est très axé bah, déjà dans la santé, c'est même plus à discuter, mais je suis beaucoup aussi sur cette recherche d'avoir de la vitalité, de l'énergie, de la créativité, de la clarté mentale pour être productif et tout simplement me sentir bien dans ma journée. Est-ce que tu aurais des conseils aux femmes qui entreprennent ou qui aimeraient justement utiliser les cycles menstruels parce que je connais pas du tout vraiment, j'ai pas approfondi les cycles menstruels, les différentes phases,
à quel moment la femme elle peut justement utiliser, par exemple, une certaine libération d'hormones pour se dire, allez, là, j'envoie tout plein de balles. Et après, peut-être qu'une semaine ou deux après, elle aura peut-être besoin de se remettre dans sa bulle et d'être peut-être plus dans un aspect introspectif avec de l'écriture, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait créer un style de vie en lien avec les cycles féminins? Bah, la première chose, c'est de connaître son cycle. Tout simplement, parce que... Alors déjà, bon, je- on part du principe que je parle des femmes qui sont sous cycle naturel, hein, qui n'ont pas d'hormones de synthèse. Parce que c'est pas la même chose. Donc, déjà, avoir un cycle naturel, c'est top, parce qu'on vit ces fluctuations. Mais ensuite, il faut apprendre à identifier ces différentes phases, à pouvoir les poser, à pouvoir dire, OK, là, je passe... Les règles, en général, on les identifie facilement, hein, c'est plus clair. Mais après, tout le reste du cycle, il y a des changements. Donc là, je rejoins la symptothermie, qui était, moi, à la base, une méthode de contraception, mais finalement, je vois que dans mon développement à moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que sportive, ça a été un gros soutien et un gros outil de connaissance pour pouvoir un peu m'organiser. Donc je pense que la symptothermie est un des meilleurs outils pour pouvoir identifier ces phases-là du cycle. Et une fois qu'on les a identifiées, c'est de pouvoir effectivement s'en aider, s'en appuyer dessus pour pouvoir se développer sans s'épuiser. Et donc là, effectivement, on va pouvoir couper le cycle en plusieurs parties. Il y a la phase œstrogénique, donc où il y a une majorité d'œstrogènes, et la phase ovulatoire, où on arrive sur l'ovulation. Donc ces deux phases-là, ça va être des phases où on va être tourné vers l'extérieur. On va aller facilement à la rencontre de l'autre. On va faire énormément de choses, on va être curieuse. Ça peut être comparé au printemps-été, tu vois. Enfin, ça revient à ce que tu disais au début. On voit le soleil, on a envie de sortir, on a envie de profiter, on a envie d'user la journée jusqu'au bout, quoi, d'y aller. Et il y a cette notion de productivité qui est là d'avancer. Tout simplement parce que le corps, dans ce moment-là, il est là pour chercher, à créer, donc il a envie d'aller rencontrer un partenaire pour pouvoir créer un bébé. Voilà, alors, au-delà d'un bébé, on peut s'y mettre sur un projet. Après, si on fait le parallèle entre un bébé physique et un bébé projet. Et la deuxième partie du cycle, après l'ovulation, on est sur la phase progestative, puis les règles. Ces deux phases-là sont des phases d'introspection. Tout simplement parce que la phase progestative, après l'ovulation, donc c'est le cerveau qui va venir faire envoyer les infos à l'utérus, hein, pour dire dans quelle phase on passe. Et là, le cerveau, il sait pas, il n'a pas encore eu le retour pour savoir s'il y a eu fécondation ou pas dans cette phase-là. Donc, il va tout faire comme s'il y avait un bébé dans le ventre. Il va le mettre, le corps, en mode protection. Donc, c'est cette phase qui dure entre 12 et 16 jours. Pour ça, voilà, le temps que le cerveau, que l'info remonte au cerveau. Pour le coup, l'expression est bien. Et du coup, dans cette période-là, on va être en mode protection pour permettre à l'embryon de pouvoir s'implanter, en fait. S'il est là, il faut qu'il ait le temps de remonter le long des trompes utérines et le temps de se fixer dans l'utérus, trouver sa place et de dire c'est bon, je suis là. Donc c'est ce temps-là qui est un peu en pause. Et là, on va protéger au maximum pour que ça puisse se faire. Donc là, évidemment, on va pas aller se confronter à l'extérieur, on va plutôt protéger son environnement. Dans cette période-là, il y a la température corporelle qui augmente aussi un petit peu, donc on est plus tendance à être dans un état légèrement plus inflammatoire, donc plus sensible à capter les problématiques qui vont diffuser autour de nous. Donc on va se protéger. On va se protéger au niveau de l'air qu'on va respirer plus facilement, au niveau du ménage, on va faire du ménage plus à fond pour pouvoir créer un environnement serein. On va se protéger au niveau on va faire du tri, tout ce qui est plus nécessaire, ce qui va pas nous aider à la suite, on va pouvoir trier plus facilement des phases de grand nettoyage. Au niveau des personnes qui sont là, qui vont nous entourer, si on voit qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui nous pompent de l'énergie, on va les dégager à ce moment-là. D'où la phrase t'es chiante, t'as tes règles. Ah, c'est pas qu'il y a une
c'est pas une irritabilité. Après, ça peut être dans un cas de cycle exagéré où on le subit, mais en fait, dans une manière tout à fait consciente de le faire, c'est qu'on sait ce qui est bon pour nous et ce qui l'est pas. Et donc, ce qui l'est pas, on va avoir beaucoup moins d'arrondi pour le dégager. En fin de compte, c'est vraiment c'est un super pouvoir que vous avez. Et carrément. C'est comme si vous avez des facultés qui sont développées à ces moments-là, et du coup, vous pouvez les utiliser. Et c'est pour ça, je pense que vous êtes plus intuitive, justement, avec ces phases hormonales et de comportement, de se dire à cette période-là, en l'occurrence, de se dire, ah bah finalement, cette chose-là où, bah tiens, j'avais commencé un projet, finalement, en fait, c'est pas ça. Et c'est génial parce que constamment, en fait, ça permet régulièrement d'avoir un espèce de renouveau, chose que nous, les hommes, on a peut-être moins, ou il va peut-être falloir le chercher sous une autre forme, mais en tout cas, c'est un sacré pouvoir quand on arrive en tout cas à bien l'utiliser et pas en être la victime. Comme ça peut être le cas, je pense, de beaucoup de femmes qui vont plutôt le subir plutôt que l'utiliser comme force. Oui, bah, et à partir du moment où on subit, en plus, c'est là où toutes les émotions sont exacerbées, où on a les aspects plus négatifs, hein, de ce cycle-là. Mm. Donc c'est d'où l'intérêt de bien se connaître, et de commencer à observer comment on réagit pour pouvoir voir ce qui va pas, et pour pouvoir changer ça. Oh. Vous avez de la chance, hein. Je rigole. Eh ben, il faut la saisir. Je dirais qu'il faut, ouais, on a de la chance sur la base, mais effectivement, il faut derrière, faut la saisir. Tu vois, moi, je trouve que j'ai attendu quand même assez tard pour pouvoir m'intéresser à mon cycle. Et encore, voilà, quand je transmets, ben, je vois des femmes qui ont 40 ans, 45 ans, qui viennent. Donc c'est encore plus tard. Et je me dis, oui, on a de la chance, et en même temps, ben, ça peut être aussi très mal vécu s'il n'y a pas de transmission à ce niveau-là. Ouais. Et je voulais aussi aborder ce sujet. Il y a beaucoup de femmes qui le vivent très mal, qui ont des douleurs. Enfin, j'ai connu certaines femmes qui, vraiment, des fois, elles avaient mal au ventre, elles avaient des maux de tête, elles pouvaient rien faire. Elles en étaient malades. Et du coup, là, pour le coup, ça bouffe la vie parce que bah, tu sais que à certaines périodes, tu vas avoir ça qui va revenir. Est-ce que tu sais d'où est-ce que ça vient? Ou est-ce que, bah, et pourquoi il y a certaines femmes qui ont ouais, ce genre de symptômes aussi puissants, quoi? Alors, d'où ça vient? Il y a plein de facteurs possibles. Déjà, c'est pas normal, en fait. Il y a parmi les idées reçues justement qu'il y a, c'est que bah, souffrir pendant ses règles, ça fait partie de la vie d'une femme, euh, et c'est pas normal. Donc, il y a toujours moyen d'améliorer ça, de diminuer, peut-être pas de le changer tout d'un coup, mais en tout cas de le diminuer et d'améliorer cet aspect-là. Et là, il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs physiologiques, physiques. Dû à l'alimentation, à peut-être un manque de progestérone, souvent d'ailleurs un manque de progestérone. Donc des femmes qui ont pris la pilule longtemps, qui ont pris des hormones, qui ont voilà, des choses qui vont interférer avec la fabrication de cette progestérone, du stress, parce que le cortisol, en fait, il a les mêmes précurseurs que la progestérone. Donc si c'est une femme qui est en stress permanent, c'est le cortisol qui va tout bouffer. Et du coup, il n'y a plus rien pour fabriquer la progestérone. Donc, ouais, il y a la physiologie, le mode de vie, qui va être là et qui va influencer. Et il va y avoir, encore une fois, les idées reçues. Le passif et les centaines d'années derrière de souffrance à ce niveau-là, et de transmission qui sont pas forcément conscientes, hein, mais je dirais plutôt que c'est de l'inconscient collectif, qui sont véhiculés sur le fait de cette période qui est pas bien vue. Et du coup, comme c'est pas accepté forcément par la société, la femme ne l'accepte pas non plus pour elle-même, et du coup le vit mal. Et moins elle l'accepte, plus elle le vit mal. Et c'est un cercle, c'est un engrenage. Donc il faut arriver à le sortir, et tout simplement, des fois il faut voir la douleur qui est là comme un signal de pause. Peut-être que c'est une femme qui est tout le temps au taquet, qui se fait 10 heures de travail par jour, et elle a des douleurs, ça l'embête, mais elle travaille, et du coup elle va se prendre un Doliprane, 2 Doliprane, 3 Doliprane, pour pouvoir continuer à travailler, et ça lui casse les pieds d'avoir ça tous les mois. Peut-être qu'en fait son corps il lui dit juste, tu sais que tu peux prendre une pause de temps en temps. T'as le droit de... Et je dis pas d'arrêter de travailler, tu vois, je dis pas que toutes les femmes doivent arrêter de travailler pendant leurs règles, mais peut-être que là, la veille, pendant 2-3 jours avant, au lieu de te coucher à 11 heures du soir, tu peux te coucher à 10 heures.
Et peut-être que là, entre midi et 2, au lieu de manger en regardant tes mails, tu vas t'asseoir au soleil, manger au soleil, et prendre 5 minutes pour fermer tes yeux. Même si tu dors pas, tu te reposes. Et rien que ça, peut-être que ça va aider. En fait, ça permet aussi de relativiser un petit peu ces douleurs-là. Et après, c'est un chemin. Voilà, je sais que c'est un chemin. Moi, j'ai eu beaucoup de douleurs. J'en ai encore, j'en ai moins. Et ce que je veux partager là, c'est que j'ai été suivie par Pierre Dufresne, pendant 1 an l'année dernière. Pas par rapport à... Oui, un petit coucou, voilà, si nous écoute. Et c'était pas par rapport au cycle, aux douleurs de cycle, c'était pour une préparation sportive par rapport à un événement auquel je participais. Et en fait, il y a un mois où je lui ai dit, j'ai mis un message parce que j'avais pas de douleur de règles. Et en fait, j'étais tellement habituée, même si c'est une recherche que j'ai moi personnellement, je suis dit, tiens, premier jour, pas de douleur. Bon, ça va arriver dans la nuit. Je prépare ma bouillotte, Là, je me suis réveillée, j'ai bien dormi. C'est bizarre, c'est pas normal. Le lendemain, je dis, bon, ça va arriver aujourd'hui. Ça risque d'être fort. En plus, tu vois, tu te fais des nœuds au cerveau. Ça va arriver. Et puis, en fait, tout est passé. C'est fini, j'ai pas eu mal. Et on n'a pas fait beaucoup de changements, je pense qu'aussi, mais la pratique du mouvement, le sport un peu plus. Il y a beaucoup de femmes qui bougent pas beaucoup, quand même. Il y a une grosse sédentarité. Et là, j'avais encore, j'ai quand même une alimentation de base qui est pas trop mal, mais j'avais quand même encore bien diminué les sucres. Donc, je pense que tout ça ensemble a fait que j'ai eu un cycle sans aucune douleur. Et là, en fait, ça m'a fait déjà un déclic, en me disant déjà, on n'est tellement pas habitué qu'on attend la douleur, on attend que ça arrive. Et je me suis dit, c'est possible. Ah, alors que ça fait plusieurs années que je travaille dessus, que j'avais déjà bien diminué. Donc, c'est ça, en fait, c'est ce message aussi, j'ai envie de dire que c'est possible pour les femmes. Si c'est des hommes qui regardent et qui ont des compagnes, parce qu'en fait, tous les hommes sont en contact à un moment donné avec une femme, et l'ont vu plus ou moins subir un cycle, ils peuvent être aussi porteurs de ce message-là, de dire, voilà, t'as pas à subir. Les hommes, c'est votre mission, si vous voyez ce podcast, vous en parlez aux femmes qui en ont besoin. Vous avez ce devoir. Oui, et c'est souvent bien, enfin, je vois que majoritairement, moi, quand j'ai des clients ou quand quand je fais des conférences, c'est en premier les hommes qui reviennent me voir parce que c'est eux qui voient les douleurs les douleurs physiques ou Ouais. psychiques que vivent les femmes, qui elles n'en ont même plus conscience. Comme je dis, on attend la douleur comme quelque chose de normal. Et c'est eux qui voient les changements et qui du coup sont porteurs du message. C'est juste que la plupart du temps, ils viennent me voir parce qu'ils disent, bah, je sais pas comment l'aborder parce que moi je le vis pas et je vois bien que ça va pas, mais je sais pas quoi lui dire pour pas qu'elle se vexe. Voilà, c'est Bah c'est très culturel finalement. Et c'est fou parce que ça rejoint ce qu'on disait en début de podcast. Tu sais, quand tu disais que le fait de mettre de la conscience, il y a ce pouvoir de l'esprit sur le corps. Et le simple fait même, par exemple, d'avoir grandi dans une famille ou d'avoir entendu, je sais pas, à l'école, dans des cours d'éducation sexuelle ou je ne sais où, ce truc de ah bah de toute façon tu vas avoir tes règles, tu vas avoir mal. Tu vois, ce conditionnement, ce truc ouais, fermé, figé, et en fait c'est de la domestication, on te conditionne par effet placebo à te dire bah voilà ta condition et tu vas en souffrir toute ta vie. Et du coup, je pense que c'est un grand message d'espoir pour les femmes qui peut-être ont des douleurs depuis des années, de se dire en fait, de partir du postulat que on a été conditionné, et dans tous les cas, c'est valable pour tout dans la vie. L'être humain quand il naît, il a le disque dur, le cerveau qui est vierge, et ensuite il va recevoir toutes les programmations, tous les conditionnements, toutes les croyances limitantes de ses parents, de ses professeurs, des personnes qui ont été en contact et qui ont contribué à son éducation et de se dire en fait, et moi je suis passionné par ça, par le conditionnement de l'être humain et la capacité qu'on a à se conditionner soi-même ou à recevoir, à accepter de l'information de l'extérieur et en faire une vérité et du coup en créer un résultat dans la matière, c'est-à-dire soit un mot physique ou quelque chose de positif aussi, mais vraiment le pouvoir de la croyance c'est ultra puissant et je pense que ça peut, comme tu dis, bah, créer de belles choses ou alors ça peut te faire un calvaire dans ton quotidien donc très intéressant, moi j'adore. ouais,
Oui, ces croyances, c'est énorme en fait. Je pense que même en travaillant dessus, on se rend pas compte de tout ce qu'on a encore et tout ce qu'on a emmagasiné. Euh, c'est un chemin. C'est un chemin, je pense, qui va durer un certain Ouais. temps, toute sa vie. Bah, tu sais, c'est Ouais. pour avoir étudié un peu le sujet, quand quand t'as reçu, on va dire, la grande majorité de tes comportements, de tes croyances avant l'âge de 7 ans, et que c'est ancré dans le disque dur de ton subconscient, pour, pour te reconditionner avec les 5% du conscient, ça demande un chemin énorme. Et moi, je travaille beaucoup en ce moment sur ça, à travers la méditation, à travers de la visualisation et de ressentir au niveau émotionnel, d'essayer de retravailler un peu mon corps, de lui faire goûter des expériences que je n'ai jamais encore vécues, pour lui dire, bah ça c'est possible, ressens ça, et petit à petit changer mon subconscient pour commencer à me conditionner vers des nouveaux comportements et m'attirer des choses que je veux finalement. Donc ça pareil, c'est un autre sujet, mais c'est fascinant, le pouvoir d'esprit, je suis fasciné, et je pense qu'on peut faire tellement de choses avec ça, et je pense qu'avec le pouvoir des croyances, et de se dire que les choses sont possibles, on peut vraiment radicalement se créer une vie merveilleuse. Ouais. Et je voulais aussi rebondir sur bah, l'aspect, encore une fois, bah, du monde moderne qui est toxique, où bah, les femmes qui vont avoir des douleurs, bah, évidemment, il y a le stress au travail. On a des heures de travail qui sont surdémesurées par rapport à ce qu'on devrait faire. Et notamment, bah voilà, on a les mêmes horaires de travail du 1er janvier au 31 décembre, alors qu'on traverse, tout comme les saisons, on doit traverser des étapes différentes, des phases d'introspection, des phases de création, des phases d'action. Du coup, on est coupé de ça. On a aussi la bouffe, l'alimentation transformée. On a aussi, bah, moi qui suis énormément dans les rythmes circadiens, et je pense que c'est intimement lié avec les cycles menstruels. C'est que bah, les femmes, en tout cas ceux qui vivent dans le monde moderne, ne sont pas suffisamment exposés au soleil, notamment le matin pour réguler le rythme circadien. On est trop exposé aux lumières bleues, surtout le soir. On a une alimentation qui est transformée, on a beaucoup de pesticides, de produits chimiques. Et tout ça va venir déréguler notamment bah, déjà le rythme circadien, perturber le sommeil. Et du coup, bah, ça entraîne toute une cascade. Et du coup, ça va venir forcément influencer le cycle féminin parce que c'est un cycle. Et qu'à partir du moment, je pense, où tu dérègles déjà le rythme circadien, bah forcément le cycle menstruel, il va aussi être déréglé. Donc finalement, on a du pouvoir. Je pense que les femmes ont aussi ce pouvoir de se dire, je replace mon sommeil à la bonne place, je régule mon rythme circadien, je fais attention à mon sommeil, j'adopte des heures de coucher et de lever réguliers. Et je pense que ne serait-ce que de respecter ça, avec des heures aussi un timing dans les repas réguliers, une activité physique aussi, tu l'as mentionné, c'est super important, le mouvement. Tout ça, je pense que déjà, ça peut énormément aider la femme à mieux vivre son cycle menstruel et aussi à le réguler. Ouais. Bah, là, je te suis à 200, 300%. Mm. Moi, c'est des choses que je fais et que je note. Hein. Moi, j'aime beaucoup noter. Mais plus que de prendre des compléments, hein, souvent on a l'habitude d'avoir des femmes qui viennent, qui ont des problématiques et qui disent bon bah voilà qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux faire. Bah, je dis bah non, bah, on va commencer par les bases. Et mais c'est beaucoup plus dur à changer. C'est beaucoup plus, ça demande plus d'efforts. Donc c'est pas d'un côté c'est à la portée de tout le monde et d'un autre non parce qu'il faut avoir la vision en fait de ça, de cet effort, de ce que ça va porter sur du long terme. Mais carrément, pour réguler un cycle, ben le sommeil, l'alimentation, la pratique physique, l'hydratation, c'est les bases. Mm. C'est En plus, à totalité, hein, l'hydratation, l'alimentation. ça fait ouais, c'est ça, c'est vraiment ça qui va venir avoir un impact. Mais bah je pense que j'ai pas grand chose à redire sur ce que tu as dit, enfin de se coucher, d'avoir une régularité. Une régularité, Ouais. c'est important. Euh, On est des êtres cycliques, hein, tout est cyclique dans l'univers, les étoiles, les planètes, la Terre, les saisons, ouais. les êtres humains, la vie, la mort, c'est juste la base, quoi. Oui, c'est ça. Et puis en plus, chaque cycle va venir interférer plus ou moins avec l'autre. Donc les saisons ou le sommeil, tout ça, c'est normal que ça vienne jouer. Et on voit bien quand
je vais parler pour les femmes, hein, parce que quand on a nos règles, les avoir en hiver ou les avoir en été, c'est pas pareil. Les règles, c'est la période d'introspection où on va plutôt faire une synthèse, c'est un point de synthèse, regarder ce qui s'est passé le cycle d'avant, préparer le cycle suivant. Mais c'est le moment où on est un peu cocooning, on a envie de rester posé chez soi, de pas trop sortir. Voilà, en hiver, il y a en plus l'hiver. Tu vois, enfin, on peut dire que les règles, c'est l'hiver du cycle, mais là, on a un double hiver au carré, quoi. Donc, il y a d'autant plus cet effet-là. Si t'as tes règles enfin non, du coup, si on a nos règles en été, euh, bah, il y a quand même l'aspect où il fait comme plus jour, plus longtemps, il fait beau. Moi, je suis à Toulon, il y a la plage à côté, il y a tout le monde qui vient faire l'apéro sur la plage et manger à la plage. Même si j'ai mes règles, j'ai envie de sortir, tu vois. Et Forcément. la phase vraiment introspection à rester chez soi, elle est beaucoup plus courte. Et donc ces cycles vont venir jouer les uns avec les autres et avoir une influence, raccourcir, augmenter, suivant dans quel cycle on se retrouve au niveau du cycle que propose la nature, qu'il soit journalier ou au niveau des saisons, mais après, il va y avoir aussi l'interaction avec les cycles des personnes avec lesquelles on vit. Parce que c'est bien Oui, de j'avais entendu pouvoir, parler de ça aussi, ouais. ouais. Les femmes qui vivent ensemble, elles ont les cycles, leur cycle menstruel qui s'alignent, qui se calent sur. C'est ça, c'est vrai ça? Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est que forcément, on est dans l'idée, de manière générale, qu'un cycle est régulier, toujours 28 jours. Et ça, c'est faux. Déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont des cycles de 28 jours. La majorité, le plus grand pourcentage qu'on a, c'est sur 27 jours. Euh, et de manière générale, les cycles, ils bougent. On va avoir une fois un cycle de 26, une fois 28. Voilà, c'est pas anormal d'avoir un cycle qui bouge. Et le fait d'avoir ces cycles qui bougent légèrement, quand il y a des femmes qui vivent ensemble, forcément, à un moment donné, ça va correspondre à quelques jours près et ça va se caler. Il y a pour l'instant pas d'études qui montrent que oui, c'est sûr, il y a une hormone qui est dégagée à ce moment-là qui va faire que les cycles se tombent ensemble. C'est juste voilà que ça qu'il y a que ça bouge. Après peut-être que là faudrait voir. En tout cas dans le monde actuel, peut-être que dans un monde ou alors si on est dans le désert, qu'on est vraiment euh, lié que à la lumière de la lune, du soleil, qu'il n'y a pas d'autres perturbations, peut-être qu'il y a beaucoup plus de synchronisation qui se fait. Mais là, actuellement, dans le monde dans lequel on vit, il y a pas de choses qui vont venir interférer pour qu'il y ait une synchronisation du cycle. Hmm. Euh, Et tu as mentionné la lune dans tout ça. Est-ce que y a vraiment une influence sur les femmes, sur les cycles menstruels, ou c'est juste un mythe? Alors encore une fois, je pense pas que ça soit un mythe complètement, mais je pense pas que ça soit la plus grosse influence qu'il y a. Voilà, si je reprends l'exemple du désert, oui, s'il y a que la lune qui est notre lumière, en fait, on va se caler aussi sur ce côté-là, lune, soleil. Il va y avoir une, une- oui, une sorte de synchronisation qui va se poser, mais je pense pas que ça soit le plus important actuellement dans le monde dans lequel on est, et c'est pas quelque chose auquel moi j'attache de l'importance. Oui, c'est bien de savoir, ça peut être intéressant de savoir ben, si je suis en ovulation dans telle phase de la lune ou dans une autre, mais c'est pas parce que je suis pas synchro avec la lune que mon cycle est déréglé, que ça va être la Hmm. catastrophe. Voilà, dès qu'on est dans le milieu du développement personnel, il faut que tout soit parfait, en accord avec la nature. Ben non, en fait, à un moment donné, tu vas pas te coller une dose de stress supplémentaire parce que ton ovulation est arrivée 3 jours après la lune montante, et que du coup c'est la catastrophe, ton cycle est foutu. Il faut arrêter. Voilà, là-dessus, c'est pas, ça me paraît pas être le plus important. Si déjà tu arrives à être en accord avec ton cycle, à le comprendre, à savoir les phases dans lesquelles tu es, à avoir un cycle qui est en bonne santé, je trouve que c'est pas mal. Et après de Ouais, savoir, déjà, oui, voilà, ponctuellement tu es en phase avec la lune, ponctuellement non, ça va peut-être avoir une influence supplémentaire sur tes humeurs, mais ça va pas te changer la vie. hmm. Bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, être en phase avec le lever du soleil, le coucher,
limiter les écrans le soir. Et je suis super chaud avec ça, avec les écrans le soir, mais les gens j'ai l'impression qu'ils n'ont pas conscience de l'impact que ça a vraiment sur la mélatonine. Et la mélatonine qui est normale, juste exceptionnelle et qui est fondamentale pour le sommeil, mais aussi pour plein d'autres choses. Et donc, je pense que déjà, c'est la base avant de s'occuper de la lune. Et il y a beaucoup, c'est dans le monde de la spiritualité, t'en as beaucoup qui disent ah, aujourd'hui, c'est la lune en Gémeaux, la lune en je sais pas quoi, et du coup, je me sens comme ça. Et puis, ah, je sens les énergies de la lune et tout ça. Et je suis pas fermé à ça, mais des fois, je pense qu'il y a un effet placebo. Et encore une fois, on se conditionne, tu vois, on lit des trucs sur la lune et oh mon Dieu, elle est en cancer, moi je suis machin, donc ça va me faire ça. Et on a tendance à se prendre la tête pour des choses qui n'ont finalement pas tant d'importance que ça. Et on a beaucoup plus de pouvoir concrètement dans la matière avec, encore une fois, le respect de l'alimentation, du sommeil, prendre de soleil, faire du sport, que d'aller chercher des trucs un peu euh, subtils qui certes ont une influence, on peut pas le nier, mais c'est pas non plus le truc le plus important, quoi. Ouais, puis tu l'as bien dit, c'est la lune est en Gémeaux, donc je vais être comme ça. Je dis, Ouais, à qui tu donnes le pouvoir à un moment donné quand tu dis ça, c'est est-ce que toi t'es maître de ta vie ou est-ce que c'est la lune en Gémeaux quoi qui dirige ta vie. Donc forcément, on n'est pas, encore une fois, on est nous parmi d'autres humains et avec des relations, des correspondances, des interactions. Mais faut laisser tout le pouvoir à ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas juste. Enfin moi, ça me paraît pas juste non plus. Euh, mm. Ah, c'est le meilleur euh, moyen d'être malheureux, hein. C'est moi qui suis beaucoup porté sur la philosophie stoïcienne, de garder, euh, de mettre en fait son énergie sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir, plutôt que de se laisser aller aux aléas de l'extérieur, de vouloir le contrôler ou d'être victime de son environnement finalement. On n'est pas des victimes, on peut créer et on a plein de pouvoirs d'action et il faut vraiment se récupérer en fait ce pouvoir qu'on a. Ouais, sur les cycles comme t'en as parlé jour nuit et puis peut-être insister un peu moi sur au niveau du cycle féminin, j'ai quand même vu un gros impact quand j'ai augmenté ma dose de sport. Est-ce que tu peux développer ça? C'est intéressant. C'était alors j'ai fait du sport il y a fort longtemps quand j'étais jeune. J'ai arrêté après ma grossesse, ma première grossesse. Voilà, je faisais du judo, donc c'était pas forcément le plus conseillé pour continuer. Euh, et puis j'ai pas encore là, hein, il y a beaucoup d'idées reçues. Je pensais pas qu'il fallait que je fasse du sport pendant la grossesse, tu vois. Mais avec ma vision d'aujourd'hui, j'aurais continué, peut-être pas du judo, mais j'aurais fait autre chose, mais j'aurais fait du sport. Ça m'a manqué parce qu'après une fois après une fois prise dans le rythme de la maternité, c'est un peu plus délicat de recommencer. J'ai tenté plusieurs fois et abandonné. Et j'ai repris vraiment après la naissance de mon troisième. Donc je suis restée quelques années sans pratique sportive. Hein. Il y avait la marche, il y avait des choses, mais sans pratique vraiment. Et à la naissance de mon dernier, je l'allaitais encore, j'avais 6 mois. J'ai dit, enfin il avait 6 mois, et j'ai dit à mon compagnon, j'ai fait écoute, on se débrouille, mais moi là, faut que je sorte, faut que j'aille faire du sport, faut que je fasse quelque chose. Je lui donne une tétée avant, je lui donne une tétée après, mais tu le gardes. Donc voilà, après c'est peut-être un peu expéditif dit comme ça, on s'est arrangé hein, derrière. Lui, il a eu sa soirée pour lui et moi j'avais ma soirée. Euh, donc ça donne lieu à d'autres discussions, mais j'ai repris. Euh, Donc déjà voilà, je pense que ça m'a aidé de toute manière hein, la pratique. On voit comment le sport ça nous vide la tête, Hmm. on a les idées plus claires derrière. En plus j'ai repris, j'ai pas repris sur le judo parce que j'osais pas le prendre, j'avais peur des blessures. Donc j'ai repris sur de l'aviron de mer où pour le coup bah j'étais en extérieur, donc c'était aussi j'ai fait des bains de soleil à fond Ah ouais. et c'est trop chouette quand t'es au milieu de l'eau, que t'as personne, surtout en hiver. En été il y a pas mal de monde sur l'eau, mais en hiver, t'es solo au milieu de la mer, c'est chouette. Et donc moi j'ai vu avec la reprise donc du coup déjà de mes règles, quand j'avais mes règles, la, j'étais pas spécialement motivée à aller me faire une séance de sport, mais clairement en revenant de la séance, ça va mieux. Déjà
émotionnellement, parce que quand t'as mal, eh ben, t'as pas envie de sortir, plutôt mode canapé et pas bouger. Bah, faire une séance de sport à ce moment-là, déjà, quand tu ressors, bah voilà, moi j'étais bien, j'avais plus ce sourire, j'avais moins mal. Euh, donc voilà, du coup, c'est une petite astreinte que je me mets. Je suis pas motivée, mais je sais que j'y vais parce que il y a un plus. Donc j'ai repris comme ça, et il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, j'ai repris le judo aussi finalement. L'appel du tatami a été plus fort. Donc j'ai augmenté parce que c'était aviron plus judo. Et l'année dernière, en plus, ben je me suis mis le programme d'aller au Corsica Red Femina, donc j'ai fait un peu de course à pied. Donc c'est pas ma partie préférée. J'admets que, mais du coup il y avait quand même quasiment tous les jours du sport. Et là, j'ai vraiment vu une différence sur la qualité de mes cycles, que ça soit au niveau douleur, mais au niveau de la régularité en fait. Mm. Quand j'ai d'avoir vraiment augmenté. Bah du coup j'observe, j'ai tous mes cycles au niveau j'observe la phase oestrogénique, la phase progestative, les règles, les douleurs qu'il peut y avoir, les éventuels maux de tête. Et quand je vois, en fait, quand je regarde un cycle, je me dis ah bah lui il est équilibré, c'est bon, c'est un bon signe. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est le cycle est le reflet de la santé de la femme, et la symptothermie en est l'outil miroir. Waouh. Et pour le coup, ben là, j'ai vu vraiment l'impact de ma pratique sportive qui est en augmentation sur la qualité de ces cycles-là. Mm. Et j'ai vu après, quand j'ai diminué un petit peu, après RAID, un peu plus de douleur. Donc après, il faut que je retrouve un équilibre. J'ai retrouvé un équilibre, mais je vois les phases où si j'arrête un peu plus de sport un peu plus longtemps. Alors quand je dis j'arrête, c'est me faire moins de séances de sport dans la semaine. J'en fais quand même au moins 3 ou 4. Mais je vois que ça a un impact quand même. Il n'y a pas photo, on est des êtres de mouvement, on doit être en mouvement en permanence et aujourd'hui on est trop poussé vers la sédentarité. Et même moi qui me considère comme sportif, si je devrais me comparer, si je devrais prendre l'état de base d'un être vivant, bah clairement je bouge pas assez, tu vois, je fais 1 heure de sport dans la journée, je vais faire peut-être en tout 1 heure de marche, donc ça fait quoi, 2 heures de mouvement. Le reste ça va être un peu de piétinement, ça va être un peu de mobilité, d'étirement, et après bah ça va être le travail. On va être devant un PC, devant un dessin, et donc là tu vois je suis debout en podcast. Souvent j'essaie maintenant d'être une grande partie de mes journées debout quand je travaille. Quand je dois étudier, faire du dessin ou écrire, bah, je vais être assis. Mais il y a cette part de sédentarité qui tue, hein, fondamentalement. Ça crée beaucoup de dégâts dans l'organisme et on ne s'en rend pas assez compte. Et là, c'est une preuve, en tout cas, ce que tu viens de raconter, que bah, le mouvement, il fait partie. Le mouvement, c'est la vie et ça entraîne tout plein de bienfaits qui sont pas à négliger, quoi. Ah, c'est clair. Bah, je le vois aussi, hein, et je pense que c'est aussi pour ça. C'est peut-être pas que j'ai besoin d'autant de sport, mais c'est le fait que je suis aussi beaucoup assise le reste de ma journée. Euh, Et ouais. donc c'est là où il y a peut-être un besoin en plus d'équilibre entre les deux parties. Je vois aussi ce qui a changé. Là, depuis le début d'année, j'ai changé beaucoup de changements dans ma vie, et du coup, j'ai tout vidé la partie salon. J'ai viré le canapé. Il n'y a plus de canapé. J'ai mis quelques tapis style tatami, enfin des tapis de Génial. CrossFit. Et voilà. Et puis même les enfants, ça les éclate. Tu vois, ils sont là. Donc j'ai mis une barre de traction, des anneaux. Donc moi, je vois les enfants, ben c'est leur jeu. Même quand, alors ils regardent pas beaucoup la télé, mais il y a quand même des dessins animés de temps en temps. Quand il regarde la télé, moi mon petit dernier, je vois, il grimpe dans les anneaux. Il se met les 2 pieds et puis il fait la balançoire en regardant la télé, tu vois. C'est un Génial. vrai singe. C'est Et, génial. et du coup, moi, je la regarde plus, même le soir. Mais quand je me pose sur le tatami, et du coup, ça m'oblige à avoir des postures différentes. Et c'est bien. Il y a moins de mal de dos, des choses comme ça. Ça diminue le fait de pas avoir le siège confortable et tout. Et je trouve de confort à être sur un tatami de toute façon. Donc, Hmm. on trouve d'autres Oui, non, positions. mais ouais, clairement.
quand t'enlèves de toute façon enfin, quand t'as plus le choix, bah, tu te mets en tailleur, tu te mets en squat. Moi, j'aime beaucoup des fois avoir des moments où je me mets en squat quand je réponds par exemple à des messages sur mon téléphone, plutôt que d'être assis comme ça courbé ou bah, j'aime même me mettre en squat. Comme ça me fait ma mobilité. Et des fois, je peux lire en squat, des fois, je peux juste attendre en squat. Et vraiment, je suis opportuniste, tu vois, dès que j'ai un moment où je peux me bouger, où je peux m'étirer ou quoi, faire un squat, bah, je vais le faire et ça change vraiment la donne. Ça évite de se sentir tout rigide en fin de journée. Et puis en plus, on sait que le mouvement, ça libère de l'énergie, ça fait circuler l'énergie vitale, le prana, le chi, et ça libère des émotions. Et franchement, ça fait que du bien. Il y a, il y a même plus il y a même plus à en discuter. On sait que c'est incontestable, quoi. Oui, Et quand ouais. j'entends l'OMS qui te dit pour votre santé, faites 10 000 pas, mais en fait, on a des années-lumière. 10 000 pas, c'est quoi? C'est que dalle. C'est ridicule. Franchement, aujourd'hui, on nous donne tu vois, il faudrait avoir tel niveau de vitamine D, tel niveau de testo, de ceci, cela. Mais en fait, on devrait avoir largement au-dessus que ce que recommande l'OMS ou la santé, tu vois. C'est aberrant. On aurait vraiment réduit l'être humain à un truc de je fais mes 10 000 pas, j'ai assez de testo juste pour tu vois, maintenir. Enfin, aujourd'hui, c'est une société de médiocrité, de normes. Tu vois, faut pas s'élever plus que la base et rester vraiment dans ce truc médiocre. C'est un terme qui est un peu trash, mais voilà. Ouais, mais enfin, après, je suis d'accord. Et en plus, enfin, ce qui est terrible, c'est que la plupart, on n'arrive pas à 10 000 pas. Tu vois. Euh, c'est, euh, c'est qu'ils y sont pas, ces 10 000 pas. D'ailleurs, on le voit sur les téléphones. Hein, tu sais, quand il te dit bravo, vous avez fait 10 000 pas. Euh, des fois, je discute avec des copains, mais je vois, ils font ah, t'as vu, j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui. Je sais pas, c'est bien. Mais tu vois quoi, ça donne, en fait, ils ont l'impression, il y a une impression au niveau de la population, quand l'OMS donne un truc comme ça, ou des normes, que c'est le truc à atteindre, tu vois. Et donc, on est encore au-dessous. C'est ça qui est... Et en plus, comme on disait encore une fois avec l'esprit, c'est que il y a une autorité extérieure qui donne un truc, donc du coup, on va pas chercher à s'élever au-dessus. Tu vois? C'est ce truc de ah bah je sais pas, moi je gagne 1 200 € par mois, je vais pas chercher plus, tu vois. Vraiment ce truc de on cherche pas à aller plus loin. Et en fait, à partir du moment où on nous pose une limite, on perçoit une limite, bah on arrivera, enfin, on va plus chercher à aller au-delà de la limite parce qu'on va se dire bah c'est ça la norme, c'est la limite. C'est un peu comme l'effet Bannister dans l'autre sens, avec le coureur où on disait bah je crois que c'était quoi le sprint où on disait qu'on pouvait pas faire plus de 8 secondes au 100 mètres en sprint ou je sais plus quoi. Et un jour, il y a un gars qui a dépassé le record. Et une fois que ce gars avait dépassé ce record, donc qui s'appelle le Bannister, et bah, tous les autres athlètes se sont mis à dépasser ce record. Et en fait, à partir du moment où on pose une limite, on se pose une barrière mentale, on a tendance à pas réussir à aller plus loin. Et je trouve ça mortifère en fait. Parce que ça limite vraiment le potentiel de l'être humain qui est largement plus puissant que ça en fait. Ouais. Oui, c'est toujours vouloir... Après, je pense que ça dépend des sujets. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, j'aime bien aller dépasser des limites. Mais déjà, mes limites perso, ça Ouais, commence déjà. par là. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets où on va pas forcément rechercher, alors que donc ça dépend aussi des affinités. Mais cette tendance-là d'aller se dépasser, elle est quand même très faible. Enfin, je l'observe quand même autour de moi et je trouve ça dommage. Et des fois, ça crée des tensions parce qu'on se retrouve j'arrive plus à trouver le mot, mais à contre-courant, tu vois, par rapport aux gens qui nous entourent. Bah moi ça a été par rapport au cycle. Déjà déjà quelqu'un qui prend pas la pilule, qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux et puis puis il y a plein de remarques qu'il peut y avoir. Et puis quand j'ai fait mon raid l'année dernière, et ben j'ai cherché des sponsors, j'ai fait plus de sport, j'ai augmenté. On m'a dit mais pourquoi tu fais ça? Quel est l'intérêt d'aller faire plus? Tu peux être tranquille chez toi sur ton canapé. Et tu vois, il y a toujours la majorité des gens vont avoir ce réflexe-là, de dire ah, mais pourquoi chercher plus? Donc C'est exactement ce pourquoi que je reproche à la société, ouais.
Et puis après, il y a une question d'âge aussi. Voilà, moi maintenant j'ai 33 ans. On me dit et j'ai décidé de partir, de voyager, d'aller à la rencontre des femmes à travers le monde, pour voir d'autres cultures, de voir leur rapport au cycle, leur rapport homme-femme, euh, de pouvoir partager ça à travers mes réseaux, tout ça. On me dit mais pourquoi tu peux reste pas là? Déjà t'as vu ce que t'as fait au niveau. À chaque fois ça, mais t'as déjà fait des trucs. Pourquoi tu veux faire encore plus? Je dis pas parce que j'ai déjà fait des trucs, donc j'ai envie d'aller découvrir autre chose maintenant. Tu vois, il y a ce questionnement permanent de se dire, mais moi j'ai envie d'aller découvrir le monde, de croquer la vie à pleines dents, Ouais, et puis le jour où je pourrai plus, et ben je ferai autre chose. ouais. Mais là, je vois que c'est pas forcément dans l'idée, mais en même temps c'est bien parce que des personnes, là moi par rapport à ça, mais d'autres personnes comme toi, enfin comme Pierre, comme Sim, eh ben ils vont interroger. Même si on suit pas tout de suite, ça va semer, je pense, des graines dans Mhm. l'esprit des gens qui suivent, qui regardent d'un œil un petit peu sceptique, dire ok, voilà, moi je vois des gens, les clientes que j'ai maintenant, les personnes qui viennent me voir pour la contraception, c'est des gens qui me suivent depuis 2 ans. Au début, ça me foutait des coups au moral, parce que je dis, j'arrive pas à, à avoir des gens qui viennent tout de suite, à les mettre en confiance. Tu vois, je me remettais en question moi. Euh, et en fait, là maintenant, je prends un temps de recul, c'est que en fait, elles observent si on tient, elles observent si ça marche chez les autres, elles observent, elles ont besoin de prendre du recul, de vérifier que ça va chez les autres, d'autant qu'il y ait d'autres personnes qui fassent ça, qu'il n'y ait pas qu'une seule personne. Elles ont besoin de se rassurer avant de passer le pas. Complètement. Il y a toujours ce truc avant qu'une idée soit acceptée, elle passe par 4 phases. Au début, elle est rejetée violemment. Ensuite, on commence à la prendre en compte et ensuite on l'accepte. Et puis ensuite, on se dit, bah, putain, bah, c'est con, pourquoi on l'a pas fait avant, tu vois. Et c'est vraiment ce truc, j'essaie d'aller à l'encontre. Et moi, je suis un petit, comment on appelle ça, le canard, le vilain petit canard ou le mouton noir, tu sais, celui qui sort de la masse et qui essaie d'aller à contre-courant, mais pas à contre-courant pour dire, moi, je fais le rebelle, je fais l'inverse de tout le monde. Non, c'est parce que le monde moderne qu'on nous propose, le style de vie, il est à l'encontre de la nature humaine, il nous fait du mal, il nous rend mou, il nous rend faibles, et j'essaye absolument de me détacher de ça, et du coup d'être en permanence dans la recherche, dans dépasser mes limites, dans aller au-delà de mes peurs, de casser mes croyances limitantes, et de m'élever au-dessus de ce qu'on peut penser, de ce que peut dire la masse et voilà, la moyenne. Et cette phrase que dit aussi beaucoup Pierre, c'est la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme, ou encore que les temps difficiles créent des gens forts, et les gens forts créent des temps faciles, et les temps faciles créent des gens faibles. Et en fait, on est en plein dans cette période où on est dans un temps qui est très facile, on a accès à tout en quelques clics, on n'a plus à faire aucun effort, on a de la dopamine au bout de ses doigts, on passe une commande et on a directement de la bouffe avec plein de sucre et plein de gras. Et en fait, on est en train de devenir ultra faible. Mentalement et physiquement, l'être humain aujourd'hui, demain, il y a une guerre, il y a un effondrement ou quoi, mais je pense qu'il y a la moitié de la population qui est décimée parce que mentalement et physiquement, elle tiendra pas le coup en fait. Elles vont claquer, enfin, d'où l'intérêt, encore une fois, de se renforcer dans le doute, renforcez-vous, que nous rabâche Pierre, et c'est pour ça que je suis ce chemin-là, tu vois, du renforcement et de l'antifragilité, donc voilà. Ouais, ça rejoint bien. Après, je pense on se retrouve hein, sur la philosophie et sur ce que Pierre pose. Hmm. Et, ouais, de prendre en compte pour refaire la boucle avec le cycle, c'est aussi être antifragile. Euh, Enfin, moi, je le vois comme ça. Ouais, carrément, ouais. En poussant un petit peu plus, parce il y a suivre ces cycles que beaucoup de femmes, enfin de plus en plus de femmes font, suivre leur cycle. Mais il y a cet aspect-là, tu vois, dans le développement, plutôt dans l'idée du développement personnel ou d'avoir des choses naturelles, c'est, voilà, vis mon cycle, je sais dans quelle phase je suis.
voilà. Mais du coup, je suis dans la phase où je suis que en introspection. Tu me fous la paix et ben voilà, j'avais un truc, j'avais un rendez-vous, j'annule tout parce que là, je suis dans cette phase-là. Et là aussi, j'ai un peu du mal. Et après, après, je suis passée hein, dans ces différentes périodes. Mais à un moment donné, être antifragile aussi dans la connaissance de ces cycles, c'est pouvoir avoir la capacité, quelle que soit la phase du cycle où on est, à assurer le quotidien, à assurer la vie qu'on a actuellement, qu'on a mis en place. Et, Totalement d'accord. et je trouve que voilà, ça peut aussi se mettre en place vis-à-vis du cycle pour les femmes, à pas juste dire voilà, moi je suis dans cette phase-là, donc tranquille là. Ou alors je suis dans cette phase à fond et ben j'ai mon conjoint qui est à la maison, que je pourrais profiter d'une journée peut-être avec. Mais non, moi je suis dans ma phase à fond, donc non, tu dégages, je veux pas de toi là. Il y a aussi un peu de recul à avoir et de dire ben voilà, j'ai une possibilité à un moment donné de faire quelque chose qui est pas exactement dans la phase de mon cycle, je peux y aller aussi. Et j'aime bien prendre l'exemple des compétitions. La compétition, elle tombe jamais dans la bonne phase du cycle. Ouais, c'est sûr. C'est Excusez-moi, est-ce qu'on peut reporter parce que j'ai pas mes... c'est ça. Non, 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 là vous revenez et puis voilà et encore en plus la compétition par exemple judo, bah on est deux nanas, on va pas être deux nanas dans la même phase du cycle au moment où on se rencontre et bah il faut faire avec, il faut quand même lui marquer un hippon et la foutre par terre. Donc Ouais. c'est donc il faut aussi trouver les ressources en soi et c'est tout l'entretien, toute la préparation en amont d'avoir pris le temps de se connaître, pris le temps de voir ce qui influence ou pas, ou le fait, qui fait que n'importe quelle phase, je sais que je peux assurer, quelle que soit la situation qui se présente à moi. Hmm. C'est tout le travail de l'antifragilité. Et aussi cette chose qui est ultra importante, et je pense que c'est vraiment pertinent dans le cadre de connaître ses cycles menstruels, c'est de d'écrire. Tu vois, c'est ce truc de d'écrire son discours interne, comment on se sent, comment je me sens après telle activité physique, après tel repas, est-ce que j'ai bien digéré? Enfin, moi, c'est ce genre de tracking que je fais. Et je pense que pour les femmes, de noter à quel moment elles ont tel changement d'humeur et essayer de faire le lien, je pense que ça peut être aussi très puissant. C'est un super outil de découverte de soi et de développement personnel aussi. Ah ouais, carrément. Bah moi j'ai créé un cahier hein, pour observer ces cycles, donc où on a la partie symptothermie, vraiment, et où il y a la partie tracking justement sur les éléments principaux qu'on retrouve au niveau du sommeil, de la digestion, de l'appétit, etc. Après, on peut rajouter d'autres éléments. Et c'est vrai que c'est un outil que moi je trouve assez formidable parce qu'on prend l'habitude de s'observer. La symptothermie, ça prend 2 minutes par jour de s'observer, c'est pas énorme. Donc une fois commence à prendre cette habitude-là, c'est facile de petit à petit rajouter un autre élément qu'on observe, ou si on est dans une phase spécifique où on veut vraiment accentuer sur le sommeil, vraiment détailler le sommeil, les heures de coucher, de lever, le nombre de réveils nocturnes, si c'était reposant ou pas. Enfin ouais, on peut vraiment Hmm. observer plus à fond un aspect qu'on veut détailler sur 2-3 mois, ou alors avoir une vue plus générale. Et c'est juste prendre l'habitude. Souvent, ce qui est difficile avec la symptothermie et ce qui fait peur, c'est de se dire, bah, je vais devoir m'en occuper tous les jours et je vais devoir m'occuper de moi tous les jours. Je vais devoir être disciplinée, être rigoureuse. Des mots qui font mal. Et je dis, bah oui, mais déjà, bah, tu prenais ta pilule avant, tu la prenais tous les jours. Voilà, pour celles qui en prenaient. Je dis, bah, tu vas te laver les dents tous les jours. Tu le fais pas parce que tu kiffes de te laver les dents. Je veux dire, c'est pas le pic de dopamine de ta journée, quoi, de te laver les dents. Mais tu sais que derrière, tu vas avoir une bonne hygiène, que bah tu vas peut-être aller moins chez le dentiste et voilà. Euh, Pareil pour te laver. Donc là, la symptothermie, tu prends 2 minutes pour t'observer. Tu te rends compte que 2 minutes dans ta journée, c'est quand même pas énorme par rapport à tout le temps que tu passes à aller sur les réseaux, travailler, etc. Et du coup, déjà, de prendre une habitude de s'occuper de soi, c'est très très difficile. Et une fois qu'on y est arrivé, bah, ça va être beaucoup plus facile d'implémenter le fait d'observer un élément en plus, un ou deux éléments en plus dans sa journée. Complètement.
super. Je vais t'emmener sur la dernière partie du podcast avec quelques petites questions. Ouais. Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et qu'est-ce que tu proposes comme service pour les femmes qui auraient besoin éventuellement d'être accompagnées? Alors moi j'ai un site et je communique principalement à travers ma newsletter, donc sur symptolistique.fr où on peut s'inscrire. J'envoie 2 newsletters par semaine avec pas mal d'infos, des ressources autour du cycle. Voilà. Et je suis un peu sur Instagram aussi, Jeanne Pulgère. Et ce que je propose, c'est l'apprentissage de la symptothermie. Donc j'ai une formation en ligne qui est en autonomie pour toutes les phases, vraiment apprendre la physiologie. Et après, il y a toujours un suivi avec moi parce que j'aime bien, je trouve le côté en ligne, c'est bien, ça permet d'être autonome, de pouvoir faire quand on le souhaite et quand on est dispo, mais on est quand même sur un sujet où on va être sûr, je pense, les femmes qui prennent ça comme contraception, elles veulent pas prendre de risques non plus. Donc c'est important pour moi de m'assurer qu'elles aient bien compris toutes les phases. Donc c'est un mix en autonomie et en accompagnement. Je fais pas mal de conférences en ligne aussi, et donc elles sont toutes disponibles sur mon site. Et j'accompagne les femmes en coaching. Beaucoup, je fais pas mal de coaching sur la façon de penser. Souvent, c'est des jeunes entrepreneurs qui viennent, entrepreneurs, jeunes sportifs, qui veulent utiliser leur cycle pour pouvoir développer ces aspects-là. Cool. Et on te retrouvera aussi au congrès du potentiel humain. Ah bah oui, je serai là. Ouais. Je serai là, oui, tout à fait. On pourra se rencontrer en vrai pour la première fois. Carrément. On était au festival l'année dernière et on s'est pas vu avec tout le monde qu'il y avait. On n'a pas pu prendre connaissance de tout le monde, mais je crois on s'est certainement croisés dans nos champs de vision. C'est ça, on s'est croisés, mais effectivement, il y a tellement de monde et puis plein de gens super intéressants. Ouais. Voilà. Mais là, vu qu'on a eu ce contact-là, ça va être plus facile de se repérer dans la foule. Carrément. Est-ce que tu aurais un invité à me recommander? Alors, un invité à te recommander. Alors, au début, dans la première idée, c'est Slim, mais je crois que tu l'as déjà eu. Pour rester autour du féminin, il y a Anne Douché-Morin, moi que je suis beaucoup, avec qui je travaille aussi. Hein, je travaille avec elle sur ses formations. Elle, c'est une ancienne sage-femme et j'aime beaucoup en fait sa façon d'être, de s'être transformée, parce que c'est quelqu'un qui est pas toute jeune, qui a plus de 60 ans et qui est sortie du monde médical vraiment pour pouvoir. Elle faisait des accompagnements à domicile déjà sur les accouchements, donc c'est un peu borderline sur le monde médical. Et en fait, elle a complètement migré après sur l'accompagnement. Elle est devenue entrepreneur et elle a tout un travail autour du périnée. Donc, elle a un programme qui s'appelle Voyage en périnée pour les femmes, pour les hommes et de toutes les mémoires, tout ce qui est transgénérationnel, toutes les mémoires qu'on garde au niveau du périnée. Ah ouais, okay. Et qui vont venir bloquer en fait le développement. Donc, c'est un peu lié avec ce que je fais et je trouve que c'est intéressant sa démarche et son travail sur le déconditionnement par rapport à ce que tu parlais, sur vraiment se déconditionner de ce avec quoi on est venu et ce avec quoi on a évolué. En passant par la pratique physique, parce que du coup, c'est vraiment en physique, elle a une approche au niveau du périnée qui est sur des exercices, sur de la pratique. Ok. Ouais, mais ça fait sens parce que quand on sait que si on part d'un point de vue un peu plus spirituel, on a le chakra racine qui est lié avec des émotions qui sont stockées, des émotions aussi de survie, je crois. Et on va beaucoup travailler ça avec la respiration dans le yoga, dans la Kundalini pour justement faire cette libération d'énergie. Donc, ouais, c'est assez intriguant, ça m'intrigue ce concept-là. Ah bah elle a un Instagram, voilà, si jamais, enfin elle est assez active, donc
Cool, j'irai voir. Merci. Alors j'ai une tradition dans ce podcast, c'est que je demande à l'invité d'avant de poser une question pour l'invité d'après, sans savoir qui est-ce que ce sera, et toi tu sais pas non plus qui c'était avant. Du coup il est là le carnet, j'ai noté la question. Alors la question que l'invité d'avant pose, c'est quelle sera ta prochaine sortie de zone de confort et quelle en sera la démarche? Alors, j'aime bien, j'aime bien. Là, ça va toucher l'antifragilité, la volatilité. Alors, je vais continuer dans mes optiques de voyage. En fait, ma prochaine sortie de zone de confort. Donc, je suis déjà sortie en programmant 2 voyages là pour cet été Mhm. et qui sont actés. Et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Et de temps en temps, j'ai le petit truc, je dis oh, j'ai déjà programmé 2 voyages, tu vois, c'est bien. Et non, en fait, j'ai envie d'aller vraiment jusqu'au bout et de me donner les moyens de passer vraiment du temps à aller voyager, à aller découvrir. Donc, il y a plusieurs destinations possibles, mais ce qui est, c'est de continuer. En fait, c'est d'aller jusqu'au bout et tant que j'en ai pas marre de voyager, quoi. Ah, faut se saigner, comme dirait Slim, hein, on saigne la vie. C'est ça. Bah, c'est mon mentor là-dessus, hein. J'en ai discuté pas mal avec lui sur les lieux de voyage et tout ça. Donc, j'y vais. Et t'aimerais aller où après le Japon et le Maroc? Alors, il y a un point sur Bali, voilà, un point sur Bali où il y a eu, par rapport plus là au mode entrepreneurial, Hmm. à C'est rencontrer. logique là-bas, hein, des entrepreneurs, hein. C'est ça, c'est Des ça. digital nomades avec leur PC. Donc c'était un peu l'idée. Après, j'aimerais aussi beaucoup le Brésil pour la capoeira et le jiu-jitsu brésilien. Euh, donc voilà, des aspects différents. Et donc après, tout ça, c'est à gérer avec aussi mes enfants, voir là où ce sera le mieux de partir avec eux. Euh, voilà, il faut aussi que j'adapte. Tu vois, cet été, j'avais plusieurs idées, mais j'ai dû aussi m'adapter aux endroits que j'ai trouvés pour pouvoir voyager avec les enfants. Le Japon, j'irai toute seule. Et c'est toute une organisation parce que je suis séparée, donc on fait l'école à la maison. Et du coup, faut pouvoir aménager les temps entre avec leur papa et avec moi. Euh, Hmm. donc, mais ça se gère en fait. Au début, on pense que j'ai vraiment eu un changement d'état d'esprit après suite à des discussions avec Slim justement l'été dernier. Et en me disant, ben voilà, cet aspect du voyage, je le mets de côté, ça sera pour quand mes enfants seront grands, je pourrai voyager. Et d'un coup, j'ai regardé mon planning et j'ai dit, non, mais là, j'ai un mois toute seule, je pars au Japon. Et ça m'a fait un tilt, tu vois. Enfin, et après, j'ai dit, mais j'ai un mois avec les enfants. Eux aussi, ils ont le droit de voyager, ils ont le droit de voir quelque chose de différent. Bon, bah, je Ouais, pars avec les enfants. Tu vois. trop bien. Et voilà. Et là, ça se met en place. J'en ai parlé donc avec leur papa. Il est partant sur le projet. Et du coup, ça, je dis, mais en fait, voilà, on peut finalement. Je pensais être coincée entre guillemets ici. J'avais vraiment l'idée d'être coincée à devoir vivre là, attendre que mes enfants grandissent. Et finalement, ben, d'avoir échangé, d'avoir posé les choses avec d'autres personnes, ça a ouvert cet état d'esprit. Donc, la première sortie de zone de confort, elle était là, dans l'ouverture d'esprit. La deuxième, ça va être d'aller jusqu'au bout. Hmm. Génial. Casser ses barrières et ses limites. Parce Mm. que finalement, on peut tout faire, hein, quasiment dans cette vie, donc autant le faire et ne pas se limiter à juste ce que veut nous faire croire le mental. Mm. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et pour terminer, pour clore le podcast, je pose toujours la question comme au début. Bah, j'espère que le podcast t'a plu et qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré tes questions. Finalement, ben, on est parti vraiment sur l'aspect au début contraception. Enfin, j'aime bien l'orientation que tu as amenée et en fait le fait aussi d'avoir une vision déjà masculine et de quelqu'un qui connaît pas forcément les cycles. Hmm. Parce que je vois que moi, quand j'en discute aussi par rapport au fait que bah, j'ai travaillé dessus, je connais et c'est important toujours.
pour moi, de se ramener à quelqu'un qui connaît pas pour pouvoir l'expliquer, que ça soit clair. Et en même temps, tu connais pas, mais t'es quand même dans un milieu ou dans un monde, entre guillemets, qui est pas le monde de tout le monde. Donc, t'as même une compréhension de ce que je peux proposer qui est différente, et j'aime beaucoup ta vision et le répondant que t'as eu par rapport à ce que j'ai pu échanger aussi. Trop cool, merci beaucoup. Et voilà. Et je me dis que c'est ça l'évolution, c'est l'échange homme-femme sur tous ces sujets-là. Complètement, ouais. Et moi, j'ai beaucoup apprécié aussi parce que même si c'est pas quelque chose qui me touche personnellement, je suis quand même impliqué parce que bah, forcément, un jour ou l'autre, quand j'aurai une chérie, je vais être confronté à ça et c'est important pour un homme aussi de connaître, d'avoir les connaissances, de connaître aussi le, je dirais pas l'anatomie, mais je dirais le fonctionnement du féminin et puis de pouvoir s'accorder avec et de créer en fait finalement une harmonie. Et donc, c'est très passionnant comme sujet. Et j'aime bien aborder. En plus, quand tu es venu me parler sur Instagram et de me dire bah, je pourrais parler des cycles féminins et tout, moi je connais pas du tout. C'est pas un truc auquel j'aurais pensé à inviter pour échanger. Et finalement, bah, je trouve que c'est vachement intéressant. Et je sais que dans tous les cas, que ça va me servir. Et même moi qui ai des amis femmes aussi, bah, je sais que des fois je suis confronté aux sautes d'humeur, à des tempéraments qui sont différents. Et même, j'ai un groupe d'amis sur Grenoble. C'est ma tribu de cœur, ma famille de cœur. Et on a un groupe de gars et de femmes. Et j'adore parce que il y a zéro, il y a zéro pudeur. On parle de tout. Les hommes parlent de masturbation aux femmes. Les femmes parlent de leur cycle menstruel, de leur sexualité. Et en fait, on a un échange comme ça dans ce groupe qui est tellement authentique, où il n'y a pas de personne, on cache rien en fait, tu vois. Et je trouve ça fait tellement du bien. C'est la première fois que je trouve des gens connectés comme ça et ouverts d'esprit comme ça. Et en fait, ça permet bah, comme tu disais, de casser beaucoup de croyances. Et puis ça fait beaucoup de bien d'en parler et de se dire, bah, en fait, je peux en parler au sexe opposé de certains sujets. Et en fait, c'est OK, il n'y a aucun jugement derrière ça. C'est un échange et on fait que d'apprendre en fait. Et c'est vraiment génial, c'est très, très formateur. Ouais, c'est vraiment de pouvoir avoir des groupes comme ça. Enfin, c'est un des plus, enfin, un trésor. Ça, j'ai envie de dire, c'est un trésor parce que c'est important de pouvoir en parler. Et puis en plus d'avoir le retour de personnes, de filles et de garçons sur tous ces sujets-là, c'est super important. Hmm. Au-delà de juste le couple, quoi. Moi, je sais que j'aime beaucoup et j'en parle assez facilement aux hommes aussi. Je suis pas mal entourée dans le masculin finalement, je vois au niveau de mon entourage. Et du coup, j'en parle facilement, j'ai leur retour, et puis eux, du coup, ça les rend à l'aise pour discuter d'un peu de tout. Et c'est ça que j'aime beaucoup ces échanges-là. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et pour les personnes qui écoutent, si elles arrivent à avoir ces moments-là, pas que homme-homme, femme-femme, et d'avoir cette diversité au niveau des échanges, et ben c'est super constructif Hmm. et Ouais, je libérateur pense aussi. Enfin, surtout libérateur, ouais. Ça permet de casser, enlever une espèce de pression qu'on peut se mettre sur les épaules, tu vois. De ce qu'on nous a inculqué, encore une fois, quand je disais par rapport au porno, au fait que, tu vois, ces croyances à la con, que l'homme il doit en avoir une grosse, qu'il doit être performant, qu'il doit être endurant, tous ces genres de trucs ils sont à foutre à la poubelle, quoi. Faut recréer, faut revoir complètement le modèle parce qu'il est caduque. oui, tout à fait. Là, il y a encore un sujet, des sujets intéressants là. Complètement, ouais. Il faudrait que je fasse un podcast sur ça parce que c'est Mm. encore c'est passionnant aussi, ouais. Beaucoup de choses à Ouais. dire sur ce sujet. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message ou pour toi, bah, t'es OK? Ouais, je pense qu'on a abordé, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Non, le message, ça serait plutôt, voilà, pour résumer, intéressez-vous à votre fonctionnement, que ça soit homme ou femme d'ailleurs, mais plus particulièrement là pour les femmes, intéressez-vous à vous, à votre fonctionnement, et n'oubliez pas que le cycle fait partie intégrante de votre être, donc il n'est pas à mettre de côté. Super. Merci beaucoup, Jeanne, pour ton temps et ce moment très enrichissant. Merci à toi.